Et salut à tous les amis, c'est Julien.com. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast que je vais avoir la chance de co-animer avec la talentueuse Megan Kohler. Salut Megan. Salut Julien. Alors Megan est une personnalité influente dans le milieu de l'hédonisme tout helvétique, à savoir l'automobile et l'horlogerie de luxe. Totalement car addict, véritable gentlewoman, elle produit un contenu premium, élégant pour elle, mais aussi pour ses clients via sa société de communication Apex Management. Megan Kohler, c'est aussi une réelle passion pour l'équitation et une adoration sans limite pour Hans Zimmer et les vêtements noirs. Pour le coup, je suis un peu déçu parce qu'il y a du gris, mais ça ira. Megan, merci de m'accueillir aujourd'hui chez Close & Scar. On est à Gland, dans le canton de Vaud. Est-ce que tu voudrais bien nous présenter rapidement ce lieu ? Alors déjà, merci de m'avoir proposé de faire ce podcast. Merci à toi. Alors on est à Gland, on est chez Close & Close & est un garage de restauration, de vente de voitures exceptionnelles, soit récentes, ça peut être des supercars, des hypercars, soit plus anciennes, des classiques. On a typiquement, je ne sais pas si tu l'as vu, une Facel Vega à l'extérieur. Alors, je ne l'ai pas vue. Alors, elle est juste sur le côté du bâtiment, mais c'est le genre de véhicule qui se trouve chez Close & Close & est un des premiers clients que j'ai eu à l'époque, quand j'étais pas encore à mon compte, j'avais pas encore créé ma société. Ok. Ils m'ont démarché à l'époque, j'étais déjà assez présente sur les réseaux sociaux, le garage venait d'ouvrir parce que ça fait 5 ans maintenant qu'il existe. Pas plus, ok. Non, c'est assez récent comme garage. D'accord. Donc voilà, j'ai été prise dans la vague de la création d'autogarages assez vite. Ok. Donc je suis là depuis les débuts et puis maintenant, bah voilà, ma société a aussi grossi. On a toujours des collaborations en commun. J'ai mon bureau ici, donc j'ai moins le temps de faire ce que je faisais à l'époque pour Close & de nos jours maintenant parce que j'ai beaucoup d'autres mandats, mais on a toujours de très bonnes relations et comme tu le vois, voilà, j'ai la chance d'avoir un bureau qui est quand même assez esthétique et bien placé et très sympathique dans un cadre vraiment agréable et du coup qui a un lien direct avec l'industrie dans laquelle je travaille. Super, voilà. Super. J'ai eu l'occasion de me promener juste devant la vitrine là, voir un petit peu les voitures qu'il y avait. J'espère que je vais avoir la chance de faire un petit tour en bas pour voir un petit peu le showroom parce qu'il y a des voitures assez exceptionnelles. J'ai vu une F40 un peu spéciale. Je ne suis pas extrêmement connaisseur du milieu hypercar ou hyper luxe. Moi, c'est peut-être une gamme en dessous. Mais ouais, celle-là est folle. J'ai vu une voiture du Mans aussi, juste à côté. Oui. Ouais, il y a pas mal de voitures. J'espère qu'on pourra peut-être prendre 2-3 images tout à l'heure pour... On descendra à la fin du podcast. Je te montrerai tout ça. Exceptionnel, exceptionnel. Bon, est-ce que tu voudrais bien te présenter un petit peu à nos auditeurs et à nos viewers, histoire de comprendre un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et dans quel environnement tu évolues ? Alors, Megan Kohler, j'ai 32 ans. Je travaille dans le milieu de l'automobile depuis mes 15 ans. Suisse ? Je suis suisse, exactement. Je viens de la région. Je suis de la région entre Genève et Lausanne, malgré un père bernois, même si j'ai la chance d'avoir un nom de famille très bernois, mais je ne parle pas le suisse allemand. D'où le fait que je travaille aussi beaucoup avec Carla Velti, qui a ce côté qui me manque un peu suisse-allemand, mais ça, je pense qu'on en reviendra potentiellement un peu plus tard. Oui. Donc, j'ai toujours grandi dans la région, et puis j'ai fait toute ma scolarité ici. Je suis partie, quand j'étais adolescente, 6 mois au Canada pour apprendre l'anglais. Très bien. Et quand je suis revenue du Canada, c'est là que j'ai dû décider ce que j'allais faire de ma vie et de ma carrière professionnelle. Et c'est là qu'après tout s'est un peu engouffré dans le milieu de l'automobile et puis que je suis partie là-dedans. Tu pars de quelles études ? Alors, moi, j'ai pas eu une scolarité très exemplaire. Okay. Je ne fais pas partie des gens qui vont te dire qu'ils ont eu une belle scolarité, qui ont fait une maturité, un bachelor, un master ou je ne sais quoi. Moi, la scolarité a été quelque chose d'assez compliqué pour moi. J'ai été très douée dans des branches très spécifiques. La biologie, la science, c'était quelque chose que j'adorais. Ouais. J'étais très mauvaise en allemand, très mauvaise en maths, très bonne en rédaction en français, mais très mauvaise en grammaire. Okay. Donc c'était assez difficile pour moi d'être épanouie à l'école. Je m'entendais bien avec tout le monde, j'ai des très bons souvenirs de l'école, mais je dois dire que la scolarité a été un peu compliquée pour moi, je pense, parce que j'avais de la peine à me rendre compte de vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Ouais. Je pense que c'est difficile pour un enfant quand on n'a pas cette idée qui est innée de se dire ok, je vais être pompier, je vais être vétérinaire ou je veux être médecin, ou vraiment on a un objectif. Quand on est des personnalités où on est assez ouvert mais on n'est pas exactement sûr dans le domaine dans lequel on veut aller, ou en tout cas dans quel genre de département, je trouve que c'est encore difficile de nos jours de vraiment avoir une vraie idée
de quels sont le genre de métiers qui existent en termes simplement, même quand je parle de département, c'est marketing, com, after sales, vente, ou ce genre de choses. Donc j'ai fait mon école obligatoire en Suisse. Sans grande réussite, mais je l'ai fait. Et puis, il a fallu que je fasse un apprentissage parce que la raison était assez simple. J'étais en école privée. Ma famille ne pouvait pas se permettre de me payer une maturité à l'école privée, parce que c'était très cher. Donc, j'avais soit le choix de revenir dans le circuit public, ce qui est assez compliqué, parce qu'évidemment, ils prennent les meilleurs, ou de partir sur un apprentissage ou d'autres options. En Suisse, l'apprentissage, c'est quelque chose qui est très reconnu. Clairement. Beaucoup plus que voilà, exactement. Beaucoup plus qu'en France, il me semble, de ce que j'ai entendu. La différence est incroyable. Pour bien Exactement. connaître la France versus la Suisse, l'apprentissage ici, c'est vraiment valorisé. Et quelqu'un qui sort d'apprentissage trouve beaucoup plus facilement du travail. Exact. Et il y a une certaine forme de respect pour l'apprentissage qu'on n'a pas du tout en France. Exact. Et c'est une branche qui va bien pour des personnalités et des profils comme le mien, où on est des gens où on aime apprendre, mais on a besoin de comprendre. Donc, pour comprendre, il faut de la pratique, et c'est la bonne alternative d'un mélange entre de la scolarité et puis, évidemment, le travail directement dans une société. Donc, il a fallu choisir, évidemment, dans quel domaine. Et puis, à l'époque, j'étais encore très engagée dans le monde du cheval. C'était ma passion numéro 1 à cette époque-là. J'ai toujours beaucoup aimé les animaux. Je pense que ça se voit aussi sur mes réseaux sociaux. J'ai beaucoup d'animaux. J'ai toujours été très proche des animaux, etc. Donc, évidemment, de facilité et de manière un peu logique, je me suis dit, je vais aller dans ce milieu-là. Donc, au début, c'était assistante vétérinaire. J'ai eu une place d'apprentissage que j'ai refusée parce que je savais que j'allais être bloquée dans ce job. Donc, je l'ai refusé last minute. Après, je suis partie justement au Canada pour apprendre l'anglais. Et pour apprendre l'anglais, j'ai été formée dans une écurie. Donc, j'ai appris l'anglais. T'avais quel âge à peu près Quand je suis partie au Canada, j'avais début de mes 16 ans. Et là, à 16 ans... Donc, je pars au Canada, je parle pas un mot d'anglais. Et t'étais déjà 6 mois. T'étais déjà sensibilisée voiture? Alors, pas directement. J'ai toujours été de nature très curieuse. J'ai toujours demandé à ma mère, typiquement, j'ai des souvenirs de moi étant plus jeune, en demandant à ma mère comment fonctionnait une boîte mécanique. Parce que je la voyais changer les vitesses, et moi, dans ma tête, je me disais, mais il se passe quoi pour que la voiture accélère et qu'elle bouge, en fait, simplement. Donc, j'ai des souvenirs de curiosité, mais je pouvais avoir la même curiosité pour des avions que des hélicoptères. La mécanique, en fait, dans sa généralité, une moto, par exemple, m'intéressait tout autant. Alors, évidemment, les voitures, moi, j'ai un de mes frères, parce que j'ai 3 grands frères. Un seul de mes frères aimait bien les voitures. En l'occurrence, c'était un fan de Ferrari, qui avait beaucoup de Ferrari dans sa chambre. Donc, évidemment, j'y ai été un peu intéressée. Mais, de nouveau, j'étais pas bercée là-dedans. J'ai personne de ma famille qui est dans l'automobile, ni la moto, ni quoi que ce soit, ni même dans les chevaux. Rien. Mes passions sont absolument des choses qui sont complètement rien à voir avec le cadre dans lequel j'ai vécu et la famille en général. Donc, je suis partie au Canada. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Je reviens du Canada. Je parle l'anglais comme tout le monde l'entend maintenant. Je fais plein de fautes, mais je sais très bien me débrouiller. Et je reviens en me disant, je ne veux pas travailler dans les chevaux. Parce que trop difficile, et je voulais garder ça comme passion. Et en fait, à ce moment-là, on m'a proposé de reprendre une place d'apprentissage chez l'importateur Honda suisse, qui est à Genève, basé à Satigny. Et du coup, on m'a dit, écoute, voilà, on a une place d'apprenti de commerce. Tu pourrais la prendre. C'est un domaine dans lequel je pense que tu pourrais être intéressé, etc. Tu as déjà eu beaucoup de curiosité par rapport à ça. Maintenant, est-ce que peut-être que ça va se développer? Peut-être pas du tout. Et du coup, j'ai dit, ok. Je me suis dit, apprentissage de commerce, ça va m'ouvrir différentes portes. Je peux me spécialiser derrière. Ça me permet justement de ne pas avoir ce côté où je me suis sentie bloquée comme assistante vétérinaire ou travailler dans les chevaux. Tu n'avais pas encore la certitude de ce que tu voulais faire par la suite, et tu t'es dit... passer par cet aspect commerce, ça te permet de te laisser le champ libre pour la suite quand tu auras vraiment statué. Parce que l'apprentissage de commerce, on va faire du marketing, on va faire de la vente, on va faire, là en l'occurrence, mon premier département que j'ai fait en arrivant chez Honda, c'était l'atelier, donc la facturation. Donc c'est là que j'ai compris la mécanique, typiquement. Donc je suis arrivée chez Honda, et là ça a été, en très peu de temps, ça a été un peu la révélation. Ça a pris moins de 6 mois. Je pense qu'en 1 mois ou 2, c'était réglé. J'ai été tout de suite mise avec les mécanos, avec les carrossiers, avec les peintres, parce que du coup c'est un importateur, donc il y avait autant une petite clientèle locale qu'on gérait avec des services habituels, mais évidemment on avait tout le parc automobile suisse, des garages à gérer, donc typiquement les voitures qui arrivent de l'usine, qui sont abîmées, qu'il fallait réparer, donc refacturer après aux usines, etc. Donc il y avait quand même une partie mécanique, tôlerie, etc., carrosserie, mais évidemment
pas dirigé directement vers un client direct, mais plutôt les clients du coup de l'importateur qui sont les garages. B2B. Exact. Donc du coup, j'ai commencé comme ça chez Honda, un peu par hasard, mais je dois dire que le hasard fait bien les choses parce que je pense que j'ai jamais été aussi épanouie et je pense que ça a été une révélation pour moi à partir du moment où je suis rentrée dans la société. Ok. Donc tu finis cette période d'apprentissage et tu poursuis comment? Dans le coup, tu restes chez Honda? Alors, spoiler, moi je le sais, mais pour expliquer un petit peu le parcours et l'évolution chez Honda. Non sans encombre. Ok. L'apprentissage en Suisse, c'est quand même, il y a différents degrés. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a la partie élargie, il y a une base, il y a avec le CFC avec la maturité intégrée. Moi, j'ai pas pris celle avec la maturité intégrée parce que je me sentais pas de faire d'études complémentaires, ça me servait à rien. Donc je me suis dit, ok, je veux pas non plus une base, je veux une élargie. Donc j'avais quand même beaucoup de branches en plus. Et puis de nouveau, je suis pas extrêmement scolaire, donc j'ai des branches où j'ai excellé. Typiquement la mécanique, j'ai eu les meilleures notes du canton de Vaud. Parce qu'on avait des cours spécialisés en mécanique et en tout ce qui était l'apprentissage des leasing, etc. Vraiment pur automobile. Donc ça, j'ai eu les meilleures notes du canton, mais très mauvaise en comptabilité, très mauvaise en allemand. Toujours, on change pas une équipe qui gagne. Et du coup, j'ai quand même loupé mon examen de fin d'apprentissage à cause de la comptabilité, qui est une branche qui comptait 3 fois dans ma moyenne générale. Ce qui est un peu sadique, on va se le dire quand même, parce que si on n'est pas très bon comme moi, du coup, ça baisse quand même complètement le reste de la moyenne, même si on a des bonnes notes ailleurs. Donc ça a été un peu difficile, mais j'ai fini par passer cet apprentissage. Et puis, du coup, j'ai eu la chance de faire plein de départements chez Honda, de pouvoir vraiment me rendre compte qu'est-ce que je voulais faire comme métier. Maintenant, j'avais compris l'industrie dans laquelle je voulais aller. Maintenant, quel était le métier que je voulais faire. Et le département qui m'a le plus plu, c'était les relations presse et la communication. Coup de chance, je finis l'apprentissage. L'assistante communication et relations presse part de la société. Et du coup, le poste est à pourvoir. Et comme je m'étais super bien entendue à l'époque, d'ailleurs, il part bientôt à la retraite, parce qu'on est toujours en contact, mais le responsable relations presse, communication, monsieur Zimmer d'ailleurs, mais pas Hans, mais Lionel, on s'était super bien entendu pendant tout mon apprentissage, et puis en fait ça coulait de source, on s'est dit go, on continue ensemble, et j'ai continué plusieurs années directement avec lui. Trop bien. Chez Honda. T'as appris le métier J'ai surtout appris à me faire connaître dans le milieu de l'automobile et à me faire respecter, je dois dire, parce que en étant une femme, en plus j'étais jeune. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on parle de mes 16 ans à mes 22 ans. C'était déjà une autre époque, C'était une autre époque, même si c'était mieux qu'il y a encore 30 ans. La petite Mégane, à cet âge-là, il fallait quand même qu'elle explique un peu pourquoi elle était là. Et puis, de nouveau, quand on vient pas d'une famille qui est passionnée par l'automobile, c'est presque comme si on n'était pas légitime à notre place, alors qu'au final, ma place, je sais qu'elle est là et j'y ai droit. Mais il a fallu que je prouve un peu des choses. Et c'est vrai que les journalistes, au début... alors de nouveau, les journalistes ont beaucoup changé. Maintenant, il y a beaucoup de blogueurs, beaucoup d'influenceurs. Donc ça s'est rajeuni. Mais à l'époque, c'était vraiment des gens qui étaient quand même d'un autre âge et qui m'ont testé. D'une manière assez pas violente, mais un peu vilaine, un peu sadique à certains moments, parce que on sentait que c'était du test pur pour voir si j'avais du répondant et si je connaissais la marque et le milieu. Donc ça a été un peu dur au début, je dois avouer. Maintenant, on s'entend tous très bien. Il y en a beaucoup avec qui j'ai encore contact, parce que maintenant ils savent et j'ai plus à prouver quoi que ce soit, mais c'était dur au début. Je dois avouer que faut être un peu accroché quand même au départ. D'un autre côté, c'est pas plus mal. Ça permet de faire ses armes, ça permet de faire ses preuves, ça permet de faire valoir qui on est réellement. Donc pour le coup, cette phase d'apprentissage, de test, c'est toujours intéressant. Et dans tous les cas, pour tous les métiers, je pense qu'on passe tous par là à un certain moment. C'est aussi ce qui nous forge. Pour le coup, c'est ce que je reproche moi personnellement, peut-être plutôt aux nouvelles générations, où il n'y a plus ce côté... on va pas dire on va dire brutal du monde du travail, de la découverte du monde du travail, des responsabilités qui tombent dessus. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes qui sortent d'école, qui sortent d'apprentissage, ils sont tout de suite, pas tout de suite, mais ils sont un peu plus choyés qu'avant. Faut pas forcément trop les brusquer. Et pour le coup, ça fait des gens, moi si je parle de mon expérience, plutôt passifs, plutôt attentistes et qui ont moins les dents longues. En tout cas, c'est mon analyse.
Je pense qu'on est à peu près de la même génération. J'ai quelques années de plus que toi, mais je vois très bien dans quel environnement tu as évolué au début. Moi, c'était pareil. C'est ce qui te forge. Voilà. Et sans ces phases-là, je ne serais pas la personne que je suis actuellement. Ça, c'est clair. Complètement, c'est clair. Moi, j'appuie complètement et j'ai même du côté privé avec le cheval. Moi, je viens d'une époque où on apprenait à monter à cheval d'une autre manière aussi. Ouais. C'était beaucoup plus dur. Je veux dire, maintenant, il y a aussi un peu ce côté où on les choigne. Il y a un peu moins ce côté où on doit les laisser un peu se débrouiller. C'est vrai que moi, pour le coup, j'ai pas eu le choix. Ouais. Parce que même dans le cadre de l'apprentissage, j'ai pas eu ce qu'on appelle un maître d'apprentissage, donc un responsable qui était très présent. Alors, on en rigole. J'ai eu contact avec lui encore il y a quelques années. Et c'est vrai que il m'avait dit, mais j'ai pas du tout suivi ton apprentissage, j'en ai aucune idée de ce que tu faisais. Ouais. Et j'ai dû me porter un peu toute seule, mais en même temps, ça a quand même marché. Et puis j'en ai jamais voulu à qui que ce soit, parce que, de nouveau, à un moment donné, notre carrière, on doit la faire. C'est pas aux autres de la faire à notre place. Et puis à un moment donné, c'est à nous de prendre la décision si on veut s'en sortir ou pas. Donc, du coup, voilà, ça a été un peu chaotique au début au niveau scolaire. Et puis après, je pense que ça a été une vraie révélation d'arriver chez Honda, de connaître, alors évidemment, le milieu. Mais Honda, je pense que tu dois le savoir, c'est quand même une grosse marque. Ils font pas que de l'automobile. Donc, j'ai pu découvrir beaucoup plus le côté, le milieu moto. Okay. J'ai été sur mes premiers Grands Prix MotoGP. J'ai découvert le circuit, même de manière générale. J'ai été en WTCC. On a fait beaucoup de sorties circuit avec des journalistes à l'Anneau du Rhin au début, ou à Dijon, etc. En parallèle, j'ai un ami qui a un garage, qui avait du coup, parce que maintenant c'est plus un garage Honda, mais qui avait un garage Honda dans la région. Okay. Donc, je suis aussi beaucoup allée sur circuit avec eux. Au Bol d'Or à l'époque où c'était plus au Castellet, maintenant c'est revenu au Castellet, etc. Donc j'ai un peu connu toutes ces belles années un peu de motorsport et de moto, et en fait ça a que fait accroître complètement ma passion, parce que c'est là aussi que je me suis dit je ferais bien de la moto. On a fait aussi un peu d'aviation parce qu'ils font des avions, donc j'ai eu la chance d'aller à E-Base aussi, qui est le salon d'aviation à Genève. Donc c'était une chouette marque honnêtement, et ça reste une marque que j'ai dans mon sang et qui est ancrée en moi. Même si elle a beaucoup changé, et encore, moi j'ai connu des belles années, mais pas les encore plus belles années des fins des années 80-90 à l'époque de Senna et de la F1, ou toutes ces vraiment belles années. Mais je dois dire que ça reste une marque que je tiens beaucoup dans mon cœur, et qui a beaucoup marqué ma vie. Honda, moi c'est pareil, pour le coup, pas pour les mêmes raisons, mais effectivement c'est mes premières voitures de sport, le VTEC, la passion qui transpire dans cette voiture, la fiabilité aussi, c'est incroyable. Donc vraiment, j'adore cette marque. Je suis moins fan de ce que c'est en train de devenir, mais ça c'est clair. Depuis la deuxième génération des Civic Type R, après les FK2, quand elles sont passées turbo, là j'ai décroché. Voilà, là c'est parti dans un autre délire. Moi, je suis génération EG, EK, VTI. FN2, FN2, il me semble. FN2, voilà, c'est ça. Voilà. Les S2000, là, c'était la folie. Et là, pour le coup, ça me parle. Malheureusement, je pense que c'est pas la seule marque qui est partie là-dedans. Et l'industrie change, malheureusement. Tout le monde est du même avis, je pense, mais malheureusement, on doit faire avec. Mais je suis d'accord que ils ont eu de vrais beaux modèles et des vrais modèles qui sont faits par des passionnés. Tu sens l'ADN du passionné, qui était l'ingénieur derrière, qui était vraiment un passionné. C'était des voitures de passionnés. Au bout d'un moment, quand on sort un véhicule qui d'origine prend 9000 tours, c'est qu'on est passionné, quoi. C'est vraiment un délire. Donc ça, c'est vraiment phénoménal. Dans cette période-là, c'est peut-être là que tu as commencé c'est même sûr, tu as commencé à prendre la communication, relations presse. À partir de quand tu as commencé à parler avec des gens à l'extérieur, c'est-à-dire justement des gens qui peuvent faire des interviews, des journalistes, à communiquer au nom de la marque de par toi-même? Est-ce que ça arrivait très très rapidement? Est-ce que tu as eu du mal à te lancer? Non, ça est venu très vite. Je pense que c'est influencé parce que ce monsieur Zimmer est toujours un personnage assez atypique qui m'a appris beaucoup de choses, je lui dois beaucoup. Sur tout l'apprentissage du métier de PR, comme on l'appelle dans le milieu, parce que c'est des métiers qui sont, pour moi, des métiers de passion. On peut vendre des fers à repasser et une voiture le lendemain, mais on va pas la vendre de la même manière que si on est vraiment passionné par une voiture. Oui, c'est clair. Et on le voit encore plus maintenant de nos jours. Je travaille beaucoup avec différentes marques en Suisse ou ailleurs. Le métier de PR, il perd son côté passionné, et ça se ressent beaucoup. Ce que je trouve dommage. Et c'est vrai que moi, je pense que j'ai été formée par un passionné, et je pense que ça a eu une grosse influence sur ma manière de
de communiquer et de parler de la marque et de simplement voir le métier et l'industrie en elle-même aussi, ce qui fait que ça arrivait assez vite, honnêtement. On s'entendait super bien. Il m'a mis assez vite dans des postes, enfin pas des postes, mais il m'a mis beaucoup de tâches à responsabilité assez vite, ce qui fait que quand j'avais 16 ans de mémoire, ou 15 ans, au tout début de chez Honda, j'avais 16, je crois, 16 ans, quelque chose comme ça. Je suis très mauvaise, j'ai une très mauvaise mémoire, si jamais, surtout dans les chiffres. 16 ans, il me semble, j'ai fait mon premier salon de l'auto de Genève, j'ai fait chef hôtesse, ou hôtesse, l'un des deux. Juste pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc ça fait environ, il y avait à l'époque, c'était les belles années, il y avait encore beaucoup de budget, donc il y avait 20 ou 25 staff, donc moitié filles, moitié garçons. Et puis la deuxième année, j'ai fait chef de tout le staff. T'avais même donc, pas 18 ans. Non, ce qui était très drôle, parce que je donnais des ordres à des gens qui avaient 25, 30 ans. Ouais, c'est improbable. Et peut-être 21 ou 22 pour les plus jeunes. Et en fait, j'ai fait ce métier-là chaque année, salon de l'auto, Mégane, responsable du staff, Honda, donc les formations... du staff, toutes le choix des vêtements, les contrats, faire les entretiens. Avec de nouveau, j'avais le soutien de Monsieur Zimmer, mais de plus en plus, il me lâchait un peu dans le dans le truc. Et puis du coup, au bout d'un moment, avant mes 20 ans. Bien avant mes 20 ans, j'ai fini par être responsable de tout le staff, donc hôtesse, car explainer. Donc ça fait environ 20-25 personnes, plus les agents. Donc une dizaine. Donc eux, évidemment, ils connaissent leur job, je ne vais pas leur expliquer leur job, mais par contre, leur dire, les briefer, tant d'objectifs par jour en termes de leads, vous avez rendez-vous à telle heure, etc. Enfin, briefer tout le monde, les engueuler quand ils ne sont pas sur les stands, quand on les appelle, parce que ça arrive aussi des fois. Mais c'était drôle parce que comme je te dis, c'est arrivé assez vite. Je me suis sentie tout de suite à ma place et tout de suite, ça a été une vraie révélation. J'ai aimé l'industrie, j'ai aimé le milieu, ça m'a intéressé tout de suite, la mécanique. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant de par la complexité de la chose, parce qu'en soi, un moteur, ça peut être très simple comme très compliqué. Clairement. Et vraiment, ça arrivait très vite. Donc, j'ai eu des responsabilités très vite que je n'aurais clairement pas dû avoir à cet âge-là. Ouais, clairement. Mais qui n'ont jamais été ils m'ont jamais, comme je te dis, ils m'ont jamais pris le risque de me laisser dans un truc dangereux. Ils avaient toujours un œil un peu sur moi, mais c'était une chance. Maintenant, avec le recul, je me rends compte de la chance que j'ai eue de pouvoir vivre tout ça à cet âge-là et d'avoir les connaissances que j'ai eues aussi jeune. Qui du coup n'ont fait que me pousser moi à aller encore plus loin en fait. Donc je suis vraiment passée d'une ado un peu pas paumée, parce que j'ai jamais été non plus une paumée, mais un peu en train de me dire faire sa vie quoi, en train de surfer sur la vague et puis de se dire on verra bien ce qui se passe, à un espèce de soldat combattant qui est en train de tous les jours se dire ok, on va faire quoi, on est au taquet. Et puis donc j'ai eu beaucoup de chance. Après de nouveau, je pense que la chance on l'a un petit peu, mais on la provoque aussi. Donc j'ai eu de la chance aussi, mais j'ai eu aussi la chance d'être intéressée par ce que je faisais et du coup d'exploiter l'environnement dans lequel j'étais à 100%. Donc tu avais le tempérament aussi, je pense, au fond de toi, même sans le savoir, de leader pour le coup. J'avais besoin d'un objectif, je pense, j'avais besoin de comprendre où j'allais. À partir du moment où j'avais la target, c'était bon. Mais effectivement, il faut, surtout à cet âge-là, je pense qu'il faut un petit comportement et un côté leader, ça c'est clair. Parce que je me rappelle encore être dans des réunions avec le staff et de me dire je suis beaucoup plus jeune qu'eux, en fait, ça fait pas sens, quoi. Mais en même temps, ils me respectaient et c'était drôle parce que les premières années, c'était de nouveau, comme les journalistes, c'était un peu dur au début. Puis comme le staff change, sur un tiers, le staff change chaque année, mais il y a quand même une grosse partie qui reste, en tout cas 2-3 ans. Au bout d'un moment, ils se connaissent, tout le monde se connaît, je savais à qui je pouvais donner quelle tâche, donc ça a créé quelque chose qui était dingue. Je veux dire, moi, j'ai des souvenirs du salon de l'auto de ma période Honda qui sont incroyables. Tu avais peut-être aussi à cœur de prouver que tu pouvais le faire aussi. Très certainement, il y avait une part où en plus je voulais prouver, que ce soit à ma famille, à Honda ou à moi-même aussi, que j'avais les capacités de le faire. À tes frères? Peut-être très certainement les frères, où je me suis beaucoup comparée à eux pendant des années, effectivement. Oui, je pense qu'il y a une part de ça. Ça, c'est évident. Généralement, quand 3 frères, évident. C'est ça? Oui, 3 grands frères. 3 grands frères. Et des grosses têtes, hein. C'est pas des petits métiers qu'ils ont. Ils sont tous, ils ont vraiment des beaux métiers. Ils ont travaillé dur et je dois dire que la concurrence était rude là pour le coup, hein, parce que ils avaient mis le level assez haut. C'est généralement la petite dernière choyée, en plus une fille au milieu de tous ces gars-là. Et effectivement, certainement, même inconsciemment, on doit avoir à cœur de prouver que nous aussi, on est solide et on peut envoyer quoi. Donc, et c'est drôle parce que je suis du coup la seule à être dans un milieu d'hommes, en fait, de faire quelque chose que eux n'apprécient pas spécialement.
C'est ça qui est drôle. C'est qu'on parle de, je sais pas moi, de moto, de voiture, d'hélicoptère, d'avion. Moi, j'ai tout ce côté vraiment garçon manqué que limite, eux, ils ont pas, en fait. C'est ça qui est à mourir de rire. Parce que des fois, on n'a des repas de famille, puis moi, je suis au courant des derniers trucs pur domaine de prédilection d'hommes. Puis là, ils sont en train de me regarder avec des gros yeux en train de me dire, mais on n'y connaît rien, quoi. Donc c'est drôle, en fait. Puis ça anime les repas de famille, c'est très drôle. Hein. Bon, très bien. Donc toute cette période Honda, finalement, super expérience. Ça t'a clairement mis le pied à l'étrier à la communication, relations presse, parler pour une entreprise, pour le compte d'une entreprise, représenter une marque. T'as fini par partir. Tu peux nous préciser un petit peu les raisons du départ, de la séparation entre Megan Kohler et Honda? J'ai commencé chez Honda, ça s'appelait Honda Automobile Suisse SA, c'était un importateur qui a été revendu à Honda Motor Europe. Suite à la revente, il y a eu une restructuration, donc ils ont remis ensemble à l'époque la moto et la voiture qui étaient deux sociétés complètement... alors, géographiquement parlant, l'une à côté de l'autre presque, mais pas du tout les mêmes sociétés, donc ils les ont mis ensemble. Cette restructuration a fait qu'il y a eu 2 vagues de licenciements. Donc j'ai échappé à la première vague. Et la deuxième vague, clairement, le département de la relation presse et de la communication a été touché. Et là, clairement, j'ai même pas attendu de savoir si ça allait être moi ou quelqu'un d'autre. Ou je ne voulais pas entrer en discussion avec qui que ce soit, ni avec mon chef, avec qui je lui dois beaucoup justement, ni avec qui que ce soit. J'ai tout de suite levé le drapeau, j'ai dit ok, ciao, je pars. Je suis la plus jeune, j'ai encore des années à faire, il faut que je fasse autre chose. Je vais pas, c'est pas plus mal, il faut que je vois autre chose. Donc j'ai tout de suite. Et puis déjà une solide expérience pour le coup. Déjà une solide expérience, et puis surtout, c'était plus la même chose. Honda Motor Europe, c'est une autre ère, c'est une autre société, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même fonctionnement. C'était plus ce côté un peu nostalgique, j'ai peut-être un peu vieille fille, mais c'est vrai que c'était plus ce que j'avais connu à l'époque, et je pense que quand on est jeune à ce point-là, il faut changer de toute manière. On n'est plus dans les années à l'époque 70 ou 80 où quand les gens restaient 20 ou 30 ans dans la même société, c'était normal. Une carrière complète, ça c'est clair. Je pense que c'est bien de changer, pas trop, parce qu'il faut quand même pouvoir avoir de l'expérience, mais je pense que de changer c'est bien aussi. Donc je me suis mis à rechercher du travail, comme tout le monde. Et j'ai trouvé un job qui n'a pas été très long, mais dont le profil était exactement ce que je faisais chez Honda, c'était chez Tesla. Donc rien à voir. Assez tôt dans l'évolution de Tesla, pour le coup, même au tout début. Ils n'avaient pas encore lancé le Model X. On était sur de la vente de Model S. Model S, c'était la seule voiture électrique dans le milieu. C'est quoi? C'est 2014 plutôt que ça? 2015 2015 ou 2016. C'est quelque chose comme ça. Mais faut regarder mon LinkedIn pour ça. Je sais pas. J'aurais dû mettre. Mais je crois 2015, ou 2016, quelque chose comme ça. Donc du coup, une offre d'emploi de nouveau. Alors pas pur PR, c'était plutôt marketing, mais de nouveau c'était responsable marketing Suisse romande. Et puis un job dans l'automobile. Le cahier des charges, c'était un cahier des charges que j'avais, quoi. Donc je me suis dit, et c'est drôle parce que je voulais pas y aller. C'était vraiment si tu veux, sur le papier, c'était le truc où tout le monde aurait jumpé dedans, parce que c'était facile, et en fait, je voulais pas. Je sais pas pourquoi. La marque me disait pas spécialement quelque chose. Pourtant, c'était dans l'ère où tout le monde parlait de Tesla, parce que c'était les premiers. Il y avait que en électrique. Il y avait cet énorme écran qu'il y avait dans les voitures. C'était des voitures révolutionnaires. C'était le Model X avec les portes qui s'ouvrent sur les côtés. C'était un truc c'était fou. Ça a fait halluciner tout le monde, et j'y suis allée complètement à reculons. Mais mon chef à l'époque me dit non, mais il faut que tu y ailles, c'est vraiment un profil qui va t'intéresser, c'est une nouvelle marque, il faut que tu jumpes sur le truc. Puis j'ai dit mais c'est pas des moteurs thermiques, je vais m'ennuyer, c'est de l'électrique. J'étais super complètement à reculons et réticente par rapport à ça. Puis bon, à un moment donné, il fallait quand même que je trouve du boulot, donc je me dis je tente le coup, j'envoie mon dossier. Le processus était très long, 3 rendez-vous en tout cas, où j'ai dû rendre des dossiers mais hyper longs. J'ai rendu hors délai. J'ai tout fait faux. J'ai rendu hors délai. Tout fait pour pas être prise. J'ai tout fait, et inconsciemment j'ai tout fait pour pas être prise. Et je me suis dit, et puis il me rappelait à chaque fois. Il disait, ok, non, vous avez passé le premier, vous faites le deuxième. Je disais, mais c'est pas possible. Je disais, mais c'est impossible, parce que quand je vois que j'ai rendu le dossier avec 1 semaine ou 2 de retard, ce qui est énorme. Oui, c'est clair. On parle pas de 24 heures. Surtout quand il y a des deadlines, c'est fait pour être respecté. C'est que en gros, ils attendent, ce côté un peu je m'en foutise, je vous enverrai le dossier quand j'ai le temps.
Et puis qui te rappelle derrière, je me dis non mais ils ont un problème. Enfin, bref. Donc je passe tous les entretiens, ils me prennent. Et j'ai fait exactement 2 mois et 3 semaines. Parce que j'ai vite compris, donc je vais pas rentrer dans le détail parce que ça c'est du passé, puis surtout ça regarde personne, mais si tu veux, d'une manière générale, le fonctionnement de la société, qui est quand même une société américaine, c'est pas du tout le même fonctionnement qu'une société européenne. Non, c'est clair. Comme les Japonais, typiquement, avec Honda, c'est aussi très différent, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est quand même très atypique, et je me suis pas sentie à l'aise dans la manière dont ils faisaient les choses. Alors, un truc que je peux dire, c'est que dans le marketing, en tout cas à l'époque, maintenant je sais que c'est plus le cas parce que maintenant ils sont obligés parce qu'il y a trop de concurrence, mais à l'époque ils avaient 0 budget de marketing. Et j'avais un quota mais gigantesque d'événements par semaine à mettre en place avec 0 francs. Et à un moment donné, quand t'as 0 francs, mais quand je dis 0, c'est vraiment je peux pas acheter des croissants. Si je le faisais de ma poche, tu vois. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais ça marche pas. Parce que je suis en train d'utiliser mes contacts pour faire des événements. Donc, les événements, c'était simple, hein. C'était amener des voitures, faire des drive tests, et puis en échange, tu récupères des leads, donc des contacts clients, et puis du coup, tu les gardais, etc. Et puis, en fait, je me sentais pas dans ce job. C'était pas quelque chose qui me plaisait. Moi, j'aime vendre une marque, j'aime le côté PR, justement, communication, où je vais expliquer les dernières technologies, etc. Mais pas ce côté de, à tout prix, devoir faire des événements avec pour unique but de juste vendre, en fait, faire commercial. Puis indirectement, j'avais l'impression de voler aussi, mais pas de voler, mais je me sentais pas à l'aise dans ce truc où je devais venir en disant, bah voilà, je vous propose de faire des test drive, puis en échange, bah vous avez rien. Je peux pas vous donner d'argent. Et je me suis pas sentie à l'aise avec ça, et puis après, bon, évidemment, alors ça c'était, je sais pas moi, 10% du pourquoi je me sentais pas à l'aise, les 90%, on va pas se le cacher, c'est de la voiture électrique. Je viens de Honda, le gouffre entre les deux marques, il est énorme, le gap, il est... Bah oui. C'est clair que là, je vais en MotoGP, je vais en WTCC, on a eu toutes les dernières motos, le salon de l'auto de Genève qu'on faisait chaque année, il y avait une tonne d'événements, les voitures, alors ok, t'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas à l'époque, j'étais chez Honda quand il y a eu la sortie de la Type-R, que tu n'as pas apprécié, mais il n'empêche qu'à l'époque, ça a été un truc de malade avec le concept, avec Stelleron qui était gigantesque, avec les records au Nur, il y a eu la NSX, le retour de la NSX, enfin tu vois, j'ai vraiment connu ces années-là, donc tu passes de ça à... Tesla. C'est clair. Tu te prends quand même un truc un peu dans les dents. Et en fait, je me suis dit, non, là, je le sens, j'ai un bon instant. C'est pas fait pour moi. C'est peut-être trop tech, trop... pas pur passionné, il faut être trop peut-être passionné de la technologie. Ça a pour seul et unique but, Tesla, de vendre des voitures. C'est qu'un business, il n'y a pas du tout de passion derrière tout ça. Alors ça c'est clair qu'on va pas se le cacher, Elon Musk il n'est pas allé sur l'électricité, enfin les voitures électriques parce qu'il est passionné d'automobile. Il a vu une possibilité de se faire de l'argent et gère ça, on va pas se le cacher, je pense que c'est clair. Après il y a plein de passionnés d'automobile qui ont leur place dans ces marques-là, qui sont justement des fans de technologie. Donc je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui en soient fans et la communauté qui a été créée suite à la création de cette marque et aux modèles qui en ont coulé. Mais c'était pas pour moi. C'est simplement, je me sentais pas hyper bien et en fait j'ai simplement démissionné. C'est pour ça que je rigole en disant 2 mois et 3 semaines, c'est parce qu'en Suisse, bah, évidemment après 3 mois, tu leur dois telle quantité de mois derrière, alors que si tu rendais ta lettre de démission avant les 3 mois. Tu pouvais partir. Bah, en fait, tu pouvais partir plus ou moins assez rapidement. Et puis, je voulais tout de suite placer plus ou moins autre chose. Donc j'ai fini ça. Et puis après, j'ai travaillé à la revue automobile suisse. Attention, parce qu'il y a une revue automobile en France. Exactement. Mais la base de la revue automobile, qui est plus ancienne que celle en France, parce que c'est celle-là, c'est la Automobile Revue automobile, qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, le plus ancien magazine automobile d'Europe. Mais... je mets un petit bémol là-dessus, je suis pas sûre. Bref, je suis allée chez eux après, pendant quelques mois. Est-ce que à cette époque-là, tu avais déjà un véhicule un peu particulier, peut-être une moto, peut-être une voiture, plaisir, passion? Non, pas forcément. J'ai malheureusement, j'ai eu de la. Alors autant ma carrière professionnelle a été très vite très loin, mais alors financièrement parlant, c'était pas ça. D'accord. J'ai quitté assez vite la maison familiale, ce qui fait que j'avais beaucoup de frais. Je suis dans une région qui coûte cher aussi. Extrêmement cher. Donc même si on a cette idée des Suisses qui vivent leur best life et puis
Surtout maintenant, je vois que tu regardes ma montre, mais maintenant, dans le sens où maintenant, c'est aussi différent. Mais à l'époque, j'avais 22 ans, j'ai mon appartement, à l'époque, j'avais un cheval aussi, ça coûte aussi beaucoup de sous. Je dois dire que j'ai aussi beaucoup, et je le fais encore beaucoup maintenant, hein, je mets beaucoup d'argent là-dedans. C'est un choix, simplement aussi. Et du coup, j'avais une Polo. Ok. De exactement 8 ans de chevaux, de 2008. Pas mal. 1,4 litre, noir, très joli, petite jante en alliage. Mais vraiment un veau. Ouais. Mais j'ai fait le tour de l'Europe avec, je suis allée au Nürburgring, je suis allée au Castellet, je suis allée à Aragon, je suis allée partout avec cette voiture, elle a fait le tour de l'Europe. Et du coup, j'ai gardé cette voiture pendant très longtemps. Et puis j'avais une moto, j'ai appris à faire de la moto quand j'étais chez Honda. Ok. J'ai passé mon permis 125 cm3 avec la sortie de la MSX. Ok. Qui était ils ont sorti cette moto en s'imprégnant de ce qu'ils avaient fait à l'époque, de la Donkey et des autres petites motos japonaises Honda qu'ils faisaient à l'époque. Et puis du coup, ils avaient fait celle-là. Et du coup, c'était chouette. J'ai trouvé sympa. Je me suis dit qu'à l'époque, avec des amis, on en avait acheté. Et puis, du coup, j'ai passé mon permis. Donc, j'avais cette MSX et puis ma Polo. Après, bon, évoluant dans le milieu de l'automobile, voire même des sports mécaniques avec Honda, l'appel de la passion est quand même contenté au quotidien, finalement. Pour le coup, Après, c'est clair que je suis humaine, hein, évidemment. Si tu me dis je peux avoir une petite voiture un peu stylée pour tous les jours, je dis pas non. Hein, mais c'est clair qu'après, quand tu te retrouves face à la réalité, tu pars, tu te prends les bouchons pour aller à Genève, puis en fait, tu fais maximum du 30 km/h. À un moment, tu te dis, bon, est-ce que vraiment, j'ai pas meilleur temps d'avoir 8 ans de chevaux que de te prendre, je sais pas combien d'assurance et de factures pour avoir un modèle avec 300 chevaux qui, au final, tu les utilises surtout le week-end, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu vas consommer de nouveau une blinde, enfin bref. C'est vrai. C'est un... Voilà, à cette époque-là, j'avais pas les moyens de me permettre de changer de véhicule et en fait, ça m'allait bien. Ouais, très bien. Très bien. Après, j'ai eu beaucoup de chance aussi, j'ai pu rouler beaucoup les voitures de presse. Alors, c'était pas des voitures de dingue, mais tu vois, typiquement l'accord Tourer, qui est un véhicule que tu aimes ou que tu aimes pas, mais à conduire, c'était un truc de malade. C'était une A7 chez Honda presque. Alors, pas la Légende, parce que la Légende, elle était c'était encore un autre level, mais l'accord Tourer, c'était super agréable à conduire. Encore maintenant, je pense que je la conduis, je pense que je suis ravie. Hein. Parce que... Donc non, j'ai roulé quand même beaucoup de voitures de presse, et puis ça allait bien à ce moment-là. Ok. Et dans le coup, avec ta petite partie presse écrite, tu es resté combien de temps sur Alors là, c'était pour dépanner. Poste En fait, j'avais des connaissances du coup via Honda de plusieurs journalistes, etc. Il fallait que je trouve du boulot parce qu'évidemment, c'est pas tout de quitter un job comme chez Tesla et dire merci, au revoir. Mais il y a un moment donné, il faut assumer derrière. Donc il faut trouver du boulot. Donc j'ai eu de la chance. Ils m'ont proposé de leur donner un coup de main au niveau de la revue automobile. Donc là, c'était à Berne. J'ai fait des beaux allers-retours à Berne pendant un petit moment. C'était très marrant. Tu parlais anglais ? Non, alors c'est un journal qui est et en français et en suisse-allemand. Allemand. Et du coup, les journalistes, ils parlent soit le français, soit l'anglais, soit le suisse-allemand. Et puis, au final, tout le monde se comprend plus ou moins. C'est un peu un mélange. Mais bon, la Suisse entière est un peu comme ça, j'ai envie de te dire. Parce que même encore dernièrement, j'ai fait un meeting en 3 langues. C'est un peu habituel en Suisse de parler plusieurs langues. C'est vraiment une particularité. Mais du coup, j'ai fait chez eux un peu d'écriture. J'ai fait mes premiers articles chez eux. Alors, très suivi, évidemment, parce que c'est un journal important, hein, donc ils ne pouvaient évidemment pas me laisser... Avec pas trop de fautes de grammaire ? Alors non, du coup, j'avais des relectures. Mais bon, tu sais, quand t'es journaliste et que t'écris, si t'es dans un vrai média, tu peux écrire comme un cochon. Il y a toujours une relecture derrière avec un professionnel qui fait que de la relecture et qui va corriger tes fautes. Hein. Ce qui doit se perdre, hein. Parce que faut voir le nombre d'articles que je vois passer. Parce que ça coûte de l'argent, en fait. Je pense que c'est pas une question que ça doit se perdre, c'est qu'il y en a qui veulent plus mettre le budget là-dedans. C'est terrible, hein. Les E accent aigu et les ER et toutes ces choses-là, mais c'est terrible. Mais ça, c'est restriction de budget plus qu'autre chose et c'est peut-être pas malin. Après, c'est toi qui décides où tu mets ton budget, mais il y a des médias, effectivement... C'est dommage, parce que ça perd le sérieux de la chose, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, complètement, et je pense que ça a été bien que, de nouveau, là, on parle de moi à 23, quelque chose comme ça, qui écrit, la petite Mégane, ses premiers articles dans l'automobile, mais du coup, qui est lost, quoi, complet. Parce que là, du coup, je me suis dit, mais... Il faut trouver ton ton, en plus. Mais c'est ça, en fait. C'est que le truc, c'est que l'écriture, autant à l'école, comme je te l'ai dit, la rédaction, faire des rédactions, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Mais comme je l'ai pas fait pendant des années, j'ai un peu perdu la main. Et puis là, on était dans un domaine où d'un côté, j'étais stressée parce que des gens allaient me lire. Et puis en même temps, il faut que tu trouves ta plume aussi. Et puis c'est difficile c'est très difficile comme exercice. Tu l'as trouvé ?
J'ai mis du temps. Je pense que j'ai trouvé maintenant. Après, maintenant, je suis dans un confort à l'heure actuelle parce que je rédige très peu. Et quand je rédige sur des sujets que je choisis. Donc, j'ai une position très confortable à l'heure actuelle sur la partie journaliste, mais c'est un choix. Et je pense que c'est bénéfique pour moi parce que justement, j'ai pas eu cette envie d'être journaliste depuis toujours, ce qui fait que j'ai pas ce côté un peu qu'un vrai en tout cas journaliste est censé avoir, qui est de pouvoir écrire plein de choses et avoir cette facilité et cette faculté de changer sa plume et sa manière de faire les choses. Donc, comme je n'ai pas ça, je me suis créé un cadre où j'accepte de faire des articles, mais sous certaines conditions, si tu veux. Donc, c'est pas plus mal. Écoute, ça a été marrant maintenant. Maintenant qu'on en parle, c'est assez marrant. J'ai pas re-regardé les articles que j'ai écrits à cette époque-là. Je les ai, parce que je les ai gardés comme souvenirs, évidemment. Mais je les ai jamais re-regardés. Tu y as passé combien de temps ? Je pense que j'ai fait 6 mois. J'ai dû faire 6 mois parce que j'ai été jusqu'au salon. Je les ai dépannés pour le salon de l'auto aussi de Genève, parce qu'ils avaient un stand. Et je crois que j'ai arrêté peu de temps après. Parce que, en fait, si tu veux, le deal, c'était voilà, tu viens chez nous, le temps qu'il faut, que tu trouves autre chose. Donc, en parallèle, je cherchais du boulot. Ailleurs. Évidemment, j'ai essayé de trouver dans l'automobile, chose qui est quand même compliquée. Et puis du coup, j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve justement mon poste en agence. C'est marrant. Après, j'ai commencé en parallèle. Non, c'est pas vrai, parce que je sais plus. Alors ça, je ne sais plus à quel moment, mais je pense que c'est plus ou moins à ce moment-là. C'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers mandats privés. Donc j'ai eu Bentley en premier, et après j'ai eu Sébastien Bomy, je me rappelle plus, l'un des deux. Et puis ça a été mes premiers jobs en privé. Donc là, tu as commencé à monter une structure peut-être Pas du tout au début. Pas du tout ? Non, au début pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je crois que c'est Bentley que j'ai eu en premier. C'était via quelqu'un qui m'a dit « Ok, Bentley Lausanne, ils ouvrent. Ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de nouveau, PR and Communication. » Et du coup, on a fait appel à toi. C'est pas un job à 100%, tu peux le faire à côté de ton boulot. Et donc, j'ai accepté. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé parce que j'ai pas de structure, j'ai passé par une société de portage salarial, qui en fait, tu payes. Alors moi, je les connais, donc je payais pas l'entièreté du pourcentage, mais ils te prennent un pourcentage de ton salaire, enfin de ce que tu récupères comme argent par mois via tes clients, pour évidemment eux pouvoir vivre. Mais en fait, l'idée, c'est qu'ils te mettent à disposition une structure. Pour que tu puisses facturer. C'est ça. Donc c'est comme si c'était ta société, sauf que tu n'as pas mis l'apport en argent pour créer ta SA ou ta SARL. Et à la fin, ils pas tout le côté administratif, t'envoies juste tu leur dis juste, voilà, il faut facturer tant, à telle adresse, t'envoies les factures, puis après, eux, ils te versent l'argent et ils te prennent un petit pourcentage sur ce que tu touches. Donc c'est une bonne alternative quand tu commences et que t'es pas encore dans une position où tu te dis, ok, go, je me mets en indépendant, ou je veux créer ma société et je me démerde tout seul. C'est une bonne alternative de dire, ok, je garde mon côté, j'ai un job à 100% sécure. C'est clair. Et je regarde ce qui se passe à côté. Mais j'ai une petite base qui est là. Donc j'ai commencé avec Bentley, puis après j'ai eu Sébastien Bohémy en parallèle. Et du coup, en même temps, sur le deuxième chemin, j'ai eu le poste en agence à Genève. C'est intéressant pour revenir quand même, le fil conducteur de ta carrière qui apparaît de plus en plus, c'est vraiment le salon de l'auto. Enfin, c'est fou. C'est super drôle. Pour le coup, tout mène vers Palexpo, en tout cas dans un premier temps, tout mène vers le salon de l'auto. Est-ce que cette expertise salon de l'auto, finalement, t'a permis d'accéder à des postes, à des mandats, des contrats typiquement, est-ce qu'un Bentley s'est dit tiens, je vais aller chercher Megan Kohler parce qu'elle est bien intégrée dans notre tissu économique local, ça c'est sûr, mais elle a cette expertise salon, cette expertise particulièrement salon de l'auto, et ça nous permettrait de nous intégrer dans cet environnement. Je pense pas, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas quelles ont été mes responsabilités chez Honda. Et même, je pense, sur LinkedIn, tu vois, la partie Honda, je l'ai écrit je pense bien presque 10 ans, donc je l'ai même pas relu, donc je sais même pas réellement, je me rappelle plus vraiment ce que j'ai mis dedans. Ça tient pas en beaucoup de lignes. Voilà. Et clairement, je pense pas que je suis allée dans le détail de tout ce que j'ai fait, donc je pense que il y a une part de mystère de, oui, ok, Megan, elle était responsable, enfin coordinatrice PR. Après, je pense pas que les gens savent exactement ce que j'ai fait, donc je pense pas que ça a eu un impact direct. Par contre, je pense que ce qui est drôle, c'est de se dire que dans tous les cas, j'étais ramenée au salon. Ça a toujours été un... Bon, après, parce qu'on est dans la région aussi, je pense que c'est influencé par ça aussi, mais c'est vrai que ce salon de Genève, il a toujours eu un impact d'une manière ou d'une autre. Dans chacun des jobs. Et il y a toujours eu un lien. Ça a toujours été, à un moment donné, j'ai toujours touché... Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours touché le salon d'une manière différente, soit en tant que marque, soit après avec la revue automobile en tant qu'exposant, soit après quand j'étais en agence, où là, j'étais directement dans l'organisation. Donc, si tu veux, j'ai un peu vu toutes les facettes
qui touche le salon. Je connais bien le salon, je dois dire. Oh oui, j'imagine. J'ai eu la chance de le connaître de différentes manières, sous différentes formes, donc je dois dire que j'ai un bel aperçu 360 de c'est clair, ce qu'est le salon de l'auto de Genève. Ouais, pour le coup, là, t'es un pilier, quoi. Clairement, du salon de l'auto, là, tu commences à maîtriser le sujet, ça c'est clair. Je pense pas que je suis un pilier, je pense que je me permettrais pas de dire ça, mais je pense qu'on est peu maintenant à avoir vraiment une belle expérience de cet événement. Les choses ont changé dans l'organisation, il y a beaucoup de nouvelles personnes, etc., qui sont top parce qu'ils apportent justement des nouvelles choses. Mais il faut quand même, je pense, un minimum d'expérience, en fait, surtout quand tu vois que ça fait 4 ans qu'il n'a pas eu lieu. Tout a changé. Hein. Mais effectivement, je pense que j'ai eu clairement ma part d'aide sur remémorer la mémoire des gens sur quel était ce salon à l'époque, et même des années où moi j'étais pas là, hein, parce que je connais bien aussi les années où j'étais pas là, parce que je m'occupe des archives aussi, entre autres. Donc j'ai le nez dedans aussi assez souvent, parce que des journalistes nous demandent, etc. Maintenant que je m'occupe aussi avec le salon de l'auto, et je vois aussi beaucoup de choses, donc je me dirais pas Wikipédia du salon de l'auto, mais je pense que je suis assez au courant de pas mal de choses. Du coup, Et dans le coup, premier mandat, donc première expérience, avec cette histoire de portage salarial, mais première expérience d'entrepreneuriat. En tout cas, là, pour le coup, tu as des responsabilités où ça tient que sur toi. Comment ça se passe ? C'est stressant au début. Tu m'étonnes. Je pense que j'ai pas mesuré. Mais je pense ma carrière entière, j'ai pas mesuré les trucs que j'ai fait. Je pense que si je dois faire un espèce de feedback de est-ce que j'étais au courant de ce qui allait m'arriver dans la tête, je pense vraiment pas, honnêtement. Je pense que j'ai eu vraiment juste moi, il y a un truc que je pense que j'aime, c'est me sortir de ma zone de confort. Mais jamais, je pense que je me suis dit c'est un peu risqué, ou est-ce que je vais savoir le faire. Je me suis toujours dit t'essayes puis tu verras bien. Et je pense que les premiers mandats, je pense que c'est ça que je me suis rendu compte, comme tu dis, c'est ce côté où tu dis mais en fait je dépends que de moi là. Bon, quand t'essayes avec Bentley, il y a quand même une petite pression. Moi, il y a un truc que je me rappelle super bien, c'est ma première réunion, parce que du coup, c'était Bentley Lausanne, mais j'avais des réunions avec la com Europe. Donc, le responsable de la com Europe qui débarque à Lausanne pour faire une réunion avec moi. Mais du coup, qu'avec moi. Et puis moi, j'arrive comme ça, avec mon... Bonjour, c'est moi. Petit sac. Coucou, c'est Mégane. J'ai 23 ans ou 24 ans, je sais plus quel âge j'ai, bref. Enfin, je suis jeune, quoi. C'est quoi votre société ? J'en ai pas, mais, mais je suis motivé. Alors du coup, puis tu vois, tout... Et puis surtout, c'est ça aussi, c'est qu'il faut se rendre compte que moi, à l'école, j'étais dans un truc où je me disais, mais... Enfin, je veux dire, moi, j'ai des profs à l'école qui m'ont dit que j'allais finir à la caisse, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai des profs qui ont dit à ma mère, vous savez, il faut bien des caissiers, quoi. Et non pas que je veuille dénigrer qui que ce soit par rapport à ce métier-là, c'est juste que tu peux pas partir du principe que parce qu'un élève a des difficultés, tu vas forcément rien pouvoir faire de cette personne, tu vois. Et du coup, c'est dingue quand tu vois que je suis partie d'appréciation comme ça de la part de mes profs. J'ai appris l'anglais, puis là je me retrouve à Lausanne avec le directeur, le responsable communication qui me fait un meeting en anglais en entier sur Bentley, qui est quand même une marque de prestige, à la petite Mégane de même pas 25 ans qui est en train de dire oui on va faire de la com, on va faire du PR. Et puis si c'est parce que le siège, je pense qu'il est en Angleterre. Si c'est de l'anglais d'Angleterre. Alors j'ai de la chance, le représentant était allemand. Donc l'accent allait plus ou moins bien. Parce que c'est costaud. Hein. Bon, après je dois te dire un truc, tu pars de chez Honda. Les accents, tu les connais bien. Parce qu'un japonais qui parle anglais, c'est très rare qu'il parle bien l'anglais. Hein. Ça doit être Donc, t'accrochais à la table parce que t'es pas sûr de comprendre. Ça arrive. Mais même encore maintenant, ça m'arrive encore souvent. Hein. Dépendant des accents, ça reste pas ma langue maternelle. Même si ma mère est de langue maternelle anglaise, c'est ça qui est dramatique dans le truc. Mon père est de langue maternelle suisse-allemand, je ne parle pas suisse-allemand. Bravo. Ma mère est de langue maternelle anglaise, ce n'est pas ma mère qui m'a appris l'anglais. Ça, s'il y a un truc à retenir, c'est quand même essayer de parler à vos enfants les langues maternelles, ce serait pas mal. Mais ouais, non, c'est ça le truc, c'est que en fait on m'a tellement poussée quand j'étais petite à me dire que bon voilà, je ferai ce que je peux faire quand je serai grande, que c'est vrai. Et pourtant ça n'a pas été un objectif. Je me suis pas construit cette carrière professionnelle en me disant je vais faire taire les gens. J'ai pas eu non plus ce côté-là. J'ai juste eu ce côté où je me suis dit bon ok, ça j'ai fait, maintenant on fait quoi ? Ok, j'ai cette opportunité-là, est-ce que je suis capable à 100% de la faire ? Peut-être pas, mais j'essaye. Je vais tenter, Donc je tentais, puis en fait ça marchait bien, puis après ça m'a ouvert d'autres portes, puis en fait ça a été que des échelons comme ça que j'ai passés, qui ont fait où j'en suis maintenant, si tu veux. Donc je pourrais pas je vais jamais avoir un compte réseaux sociaux de motivation où je vais dire oui, alors dans la vie il faut être focus, faire le truc, se lever le matin, boire son café, aller faire 30 km à pied et puis partir, parce que je ne l'ai pas été. J'ai juste, je pense, su
saisir les opportunités et par contre me donner la chance de pouvoir faire les choses correctement. Je pense ça, oui. C'est déjà un talent de pouvoir saisir les opportunités au bon moment. C'est déjà intéressant de pouvoir les identifier et d'apprendre à les identifier. Donc ça, pour ça, bravo. Cette partie entrepreneuriat, pour le coup, à l'instant T, ce qu'on peut se dire, c'est que dans un premier temps, elle est subie, c'est-à-dire que c'est une opportunité qui te dit, tiens, je vais trouver cette alternative pour prendre ce mandat-là. À quel moment tu t'es dit, je sens qu'il y a quelque chose à faire et je vais peut-être monter ma structure à moi? Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard? Ouais, c'était beaucoup plus tard. Okay. Si, moi, ça n'a pas été une science. Ça n'a pas été ça n'a pas été une révélation. Ouais, non, c'était pas un truc qui était clair, quoi. Ouais. C'est vraiment, moi, mon objectif, c'était de me dire, je veux faire un métier qui me plaît. Parce qu'en partant de chez Tesla, ça, je l'ai pas dit, mais tu vois, chez Tesla, j'étais enfin sortie de cette situation un peu financière qui était pas très agréable. Ouais. Là, j'étais sur un confort un peu plus, clairement plus acceptable. Mais j'aimais pas la marque, j'aimais pas l'ambiance, j'aimais pas la société, j'aimais pas le job. Ouais. Ce qui fait que j'ai quand même pris le risque de quitter un job pour une fois qui était confortable financièrement, alors que de nouveau, tu peux très bien te dire ok, bah c'est pas top, mais bon au moins. Ouais, ça paye les factures quoi. Bah ouais, puis tu peux te faire plaisir. Ouais. Mais là non, je me suis dit non, je suis pas dans le truc, j'ai pas envie, je préfère me tirer et de nouveau me mettre un peu dans la merde financièrement, jusqu'à ce que je trouve le truc qui vraiment me plaît. Et en fait, sans pour autant avoir vraiment la vision sur ce qui te plaît vraiment. Ouais, parce que j'étais à l'aveugle. Je savais ce qui me plaisait pas. Voilà, c'est ça. Mais si tu peux avoir un rêve, dire moi, je vais être community manager pour Ferrari. Bon bah voilà, sais que tu as un objectif. Là, tu me parles de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'était encore des millénaires de ma tête. Ouais. Tu vois, pourtant c'était pas, enfin si, c'était il y a longtemps sans être il y a longtemps, mais pourtant j'y étais sur les réseaux sociaux. Parce que moi, mon Instagram, je l'ai ouvert en 2010. Au tout début d'Instagram. Je savais même pas que ça date de 2010, Instagram, pour le coup. Ça a été créé en 2010. 2010, okay. Mégane, elle a un Instagram. Mais Mégane, elle a un Instagram parce qu'elle aime bien faire de la photo et qu'elle pouvait modifier ses photos sur Instagram. Okay. Rien à voir avec l'utilisation actuelle d'Instagram. Et en fait, les réseaux sociaux, de nouveau, c'est comme ce que tu m'as posé comme question par rapport au... Est-ce que les différents mandats que j'ai eus, c'est ce qui a fait que ça m'a poussé assez vite de vouloir faire ma société? En fait, non. Okay. Parce que j'ai eu Bentley, puis après j'ai eu Sébastien Bouébi. Ouais. Donc en fait, puis après j'ai trouvé le boulot du coup en agence c'était une agence de prod à Genève, qui est assez grosse. Puis du coup, j'ai bossé à 100% dans cette agence, et là j'ai aussi beaucoup bossé dans l'horlogerie, qui était aussi un domaine que j'aimais bien, mais que j'ai largement découvert en étant en agence. Ouais, que tu as vraiment réellement découvert. Parce que là, j'étais vraiment dans le milieu de l'horlogerie, et c'est de nouveau, moi je suis un peu peut-être une nerd par rapport à ça, j'en sais rien, mais tu me mets un peu de mécanique, puis ça m'intéresse, quoi. Donc l'horlogerie, ça a été aussi un peu une espèce, alors moins quand même que l'automobile, je reste quand même un bébé de l'automobile, mais ça a été quand même une espèce de petite révélation, parce que c'est aussi lié avec l'automobile, c'est lié avec l'équitation. Ouais. Donc ça reliait un peu toutes mes passions, si tu veux. C'était un peu de cherry on the cake sur le dernier truc qu'il me fallait dans mon triangle des Bermudes de passion. Bah, c'est marrant d'ailleurs ton choix de montre, qui est une Daytona. Pour le coup, c'est une des montres qui réfère directement au motorsport, pour le coup. Est-ce que c'est conscient, inconscient? Mais une femme qui porte une Rolex Daytona, c'est pas courant du tout. Voilà. Ouais, ça commence à être un peu plus courant. Mais... Oui, mais on est plus sur des Datejust, des choses comme ça, des modèles plus féminins pour le coup. Celle-là, bon, elle est plus ou moins unisexe, mais plutôt masculine quand même. Mais par contre, elle réfère directement au motorsport. C'est intéressant que tu aies fait ce choix-là quand même. Je pense que si tu prends la petite collection de montres, et j'ai des beaux modèles, mais parce qu'après j'ai bossé dans l'horlogerie, donc j'ai eu des contacts, etc. Ouais. Mais je me suis fait une petite collection de montres qui est très masculine. Ouais. En fait, moi, je pense que je suis quand même féminine, je le dis pas, mais j'ai quand même grandi avec des garçons. Ouais. Je vis dans un milieu d'hommes. Un peu garçon manqué. Je reste quand même un petit garçon manqué. Ouais. Là, je suis maquillée, je suis un peu apprêtée, mais je suis la première à être habillée en jogging, puis la capuche, pas maquillée, et puis je m'en fous, quoi. Et le truc, c'est que l'horlogerie, je n'aime pas, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, tout ce qui est très féminin. Okay. Alors oui, si j'ai une robe de soirée, je vais aller à un gala, un truc comme ça, je vais mettre une super robe de soirée. Évidemment, là, je vais adapter mes bijoux et mes montres par rapport à ça. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai principalement que des montres d'hommes. Ouais. Donc j'ai celle-ci, mais j'ai aussi, par exemple, un exemple qui est un bon exemple de montre d'homme. J'ai une Tag Heuer Monza, le dernier modèle qui sont sortis en 2014, qui est noir, mat, qui est un pur modèle homme, et qui est très grand en plus. Ouais. Et c'est une montre que j'adore. Et complètement liée avec l'automobile aussi, indirectement. Ah, c'est clair. Mais c'est vrai, oui, l'horlogerie, je suis partie beaucoup. Tu mets une Datejust avec plein de diamants. Ouais, c'est moins ton truc. Ça va pas me faire rêver. Ok. Donc ce job-là en agence te permet de découvrir encore un autre nouveau milieu, domaine, ouais.
un nouveau domaine qui est directement lié pour le coup à l'automobile. En tout cas, il y a des fortes influences. C'est bien parce que, encore une fois, ça permet d'accroître, je pense, ton réseau local. Ici, tout l'arc lémanique, que ce soit automobile, horlogerie, c'est quand même tout petit. Les gens se connaissent. Il y a à la fois beaucoup d'intervenants et peu d'intervenants. Donc, en fait, tu peux aussi te faire vite une place. Comme tu peux aussi vite te faire sortir si jamais ça se passe mal. Donc, dans le coup, cette partie-là a dû te permettre d'accéder à un autre réseau, comme tu disais, réseau de l'horlogerie. Tu as passé combien de temps dans cette agence? J'ai fait 4 ou 5 ans. Ok. Alors, de nouveau, j'ai fait beaucoup d'horlogerie parce que c'est une agence qui, du coup, est ancrée dans le milieu horloger. Ouais. Et du coup, j'ai fait salon de l'auto, parce que c'est la raison de pourquoi j'ai été engagée dans cette agence. Okay. C'est parce qu'ils avaient le mandat du salon de l'auto pour la partie réseaux sociaux. C'est gestion. Vrai. D'accord. Et ils cherchaient un profil, ça tombait, de nouveau, je veux dire, la chance, tu la provoques, mais il y avait un part de chance où ça tombait bien, parce qu'à ce moment-là, ils cherchaient quelqu'un qui avait un profil automobile, puis en même temps, ils avaient le mandat depuis un moment, mais c'était pas urgent de trouver quelqu'un tout de suite, puis moi, j'étais dispo, Ouais. C'est plein de trucs en fait qui se sont alliés. Donc officiellement, ils m'ont engagé pour faire cette gestion de réseaux sociaux purs, communication digitale du salon de l'auto de Genève. On en était au début, finalement, où ce genre de salon, ce genre de gros groupe commençait à comprendre que les réseaux sociaux, ça avait une importance. Mais complet. Ouais. Alors complètement. Je crois que la première année où j'ai bossé pour cette agence, pour ce salon, le salon, il commençait à faire 2-3 petites émissions. Ouais. Enfin, pure Gims. Mais franchement, pas grand-chose. Je me rappelle de cette période-là, quand tu voyais des gens s'occuper des réseaux sociaux, community manager, des jobs qui n'existaient pas, mais les gens se moquaient. Enfin, ils regardaient avec un petit sourire là, de dire c'est bon, c'est pour les jeunes. Tu vois, c'était vraiment les boomers. Le job de community manager, parce qu'après, il y a moi, j'ai toujours un débat là-dessus, parce que tu as 2 styles. Soit tu es community manager et tu es dans une société où, en fait, on te dit ce que tu dois publier, tu dois simplement publier et modérer à la limite les commentaires et le reste, mais tu fais que de la publication. Ouais. Soit tu es vraiment responsable. Et dans ce cas-là, les idées qui se trouvent sur les réseaux sociaux, ça sort de ta tête. Ouais. Ou après, en tout cas, en lien avec d'autres gens, des agences ou des personnes internes. Donc le truc, c'est qu'effectivement, il y a ce côté un peu d'époque, mais même qui est encore beaucoup sur YouTube. Hein. Ouais. Je veux dire, on le voit en France beaucoup avec les interviews qu'il y a. Alors maintenant, ça commence à se calmer parce que Squeezie il est en train de percer par rapport à ça. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est top. Mais moi, typiquement, je le suis depuis plus de 10 ans. Ouais. Quand tu vois les atrocités qui partent sur des personnes beaucoup plus âgées qui ont cette espèce de vieille image des réseaux sociaux, de YouTube, de machin, tu dis non mais... Ouais, c'est terrible. Mais parce que c'est un truc qu'ils comprennent pas et c'est quelque chose que... Le problème, c'est que quand tu comprends pas, ça fait peur aussi à l'être humain. Et je pense qu'en fait, simplement, ils sont en train de toucher, même si maintenant, ça commence à être un peu plus connu. À l'époque, en tout cas, typiquement, les réseaux sociaux, quand moi, je m'en suis occupée du salon de l'auto, c'était un truc de... Ouais. Ils comprenaient pas de quoi on parlait. Et même encore maintenant. Tu partais de zéro, quoi. Tu partais de zéro. Et est-ce que déjà, à cette époque-là, tu avais commencé à réfléchir à la marque Megan Kohler, à la touche Megan Kohler? Non. Donc là, pas. On était... Ah oui, c'est vraiment tard alors. Donc, non, mais si tu veux, j'ai publié, donc j'avais déjà mon Instagram, ça s'appelait déjà plus ou moins Megan Kohler. Oui, mais il y a une touche Megan Kohler, c'est venu tard. Mais moi, je l'ai fait sans m'en rendre compte. Ah, ok. Il n'y a rien de calculé chez moi. C'est ça le truc, c'est que j'ai jamais calculé les choses que j'ai fait. Donc, si tu veux, mon feed Instagram, j'ai commencé, en fait, je me rappelle les premières photos que j'ai postées où vraiment c'était hors, donc on sort du cadre d'utilisation d'Instagram de photographie. Ouais. C'était, je crois que la première photo que j'ai postée, c'était des clés des voitures de chez Honda, des voitures de presse. Ok. Puis j'avais mis cette photo, toutes les clés tout ensemble, et puis j'avais mis je sais plus quel caption. Puis c'est là que je me suis dit, ah, c'est cool, je peux partager des trucs. Ouais. Donc j'ai commencé à le faire. Mais de nouveau, après toute la partie design de ma DA, entre guillemets, si on peut appeler une DA, non, mais clairement, parce que ça reste une DA, mais ça reste une DA très petite, sur mes réseaux sociaux, elle est venue vachement tard. Et puis de nouveau, c'est plutôt moi qui étais en train de me dire, je trouve que c'est joli, mais les autres, je vais continuer comme ça. C'est ça. En fait, c'était mon avis personnel, me dire, ah oui, j'aime bien ce que je fais, c'est joli, ok, les photos elles sont cool, le design il est pas mal, ok, machin, ok, je poste. Ah, tu vois, j'apprends quelque chose. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup de followers. Parce que je pense que c'est ce qui me manquait, en fait. Parce que je suis depuis tellement longtemps sur les réseaux sociaux, j'aurais pu avoir peut-être ce côté que j'ai peut-être simplement pas dans ma personnalité, de me dire, je veux pousser le truc à fond, je veux montrer ce que je fais et je veux en exploiter l'âme pure de cette application pour pouvoir aller plus loin. Je pense que fondamentalement, vu que je ne suis pas comme ça,
je l'ai fait naïvement en me disant ok, je fais ça. Donc ça m'a porté préjudice là dans ce cas-là. Ouais. Parce que je pense que je pourrais être beaucoup plus loin si j'avais eu cette réflexion-là que je n'ai pas eue. Ouais. Et puis maintenant, maintenant ça me va parce que c'est ok. Et puis parce que je pense que les gens. Par contre, je pense que là où j'ai une force, c'est que vraiment j'ai une communauté plus petite, mais c'est des gens il y en a certains, ils sont là depuis le départ. Donc ils ont vu tout le truc. Et puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y en a plein qui me connaissent vraiment, mais hyper bien. Ouais. Et c'est des gens, par contre, qui sont hyper fidèles. Et en termes de reach, je suis franchement pas deg en termes de reach, etc. Ouais. Donc je pense que le seul avantage que j'ai, par contre, c'est de pas être parti dans cette grosse machine de... T'as beaucoup de followers, puis après ce combat d'impression de reach. D'être vraiment purement influenceuse, quoi. Voilà, c'était pas l'objectif à la base. Mais jamais de la vie. Donc, mais même présentatrice. Ouais. Tu vois, là, je dois faire pas mal de présentations, notamment pour le salon de l'auto, justement. J'en ai fait pour Porsche l'année dernière. Ouais. Tu m'aurais dit ça il y a encore 3 ans, mais je t'aurais pas cru. Ouais. Mais jamais de la vie. Tu m'aurais dit, tu vas présenter un truc sur les réseaux sociaux, micro, machin, faire des interviews, filmer, etc. Mais j'aurais rigolé. Ouais. Puis je te dis ça il y a même pas 3 ans, tu vois. Ouais, c'est fou. Ça s'est fait comme ça, quoi. C'est que des... La vie est bien faite, des fois, je pense. Ouais, j'avoue. Donc du coup, je suis allée dans cette agence 5 ans, 4 ans. Et puis ça m'a appris beaucoup sur la partie technique, justement, parce que je regardais ton matos, justement, parce que... Alors, je suis pas une puriste, je suis pas repartie de là-bas en sachant faire des montages vidéo, même si j'ai un vague aperçu en tout cas de la difficulté du job. Ça c'est inévitable, je le sais. Mais j'ai pas eu une passion sur le montage ou filmer. Mais par contre, j'ai appris beaucoup de bases sur le matériel, sur comment est-ce que tu fais les choses, sur plutôt. Mais après, c'est comme de la photographie, comment filmer d'une bonne manière, etc. Et je pense que ça m'a appris aussi beaucoup justement pour la suite de ma carrière, qui a été justement la création de la société et de l'exploitation un peu plus professionnelle de mes plateformes digitales. Et je pense que ça a été un bon moment aussi justement de professionnaliser un peu le tout pour pouvoir me lancer derrière. Donc à l'issue de cette période, là cette fois-ci c'est bon, on peut le dire, tu montes ton entreprise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc Bentley, ça a duré 1 an et demi parce qu'après ils ont fermé le garage. Ok. Ensuite, Sébastien Buemi, je l'ai toujours. Donc c'est un contrat que j'ai Sébastien depuis 5 ou 6 ans maintenant, je sais même plus. Et puis entre-temps, j'ai eu Clozone qui m'a contacté. Donc si tu veux, j'ai eu plein de demandes un peu à droite à gauche, puis j'ai commencé à comprendre en me disant, ok, est-ce que à un moment donné, parce que là, si tu veux, il faut dire que je travaille à 100% dans une agence, même 150 dépendant, parce que quand tu fais les salons de l'horlogerie, le GPHG, ou Homo Faber ou des genres de choses, t'étais tout le temps en train de travailler H24. Mais en plus, je prenais congé pour aller sur circuit avec Seb, pour pouvoir travailler à côté. Donc si tu veux, mes vacances, je ne les prenais pas. Et puis les rares moments de temps libre que j'avais, je le passais pour aller travailler. Donc j'ai fait, si tu veux, 4-5 ans où vraiment... Ouais, là, c'était chaud. Mais en même temps, je savais que comme j'ai pas fait d'études, si tu veux, le seul moyen que j'avais de pouvoir percer et de pouvoir vraiment trouver un job qui de nouveau, quelque chose qui me va entre ce que j'ai financièrement et ce que j'ai comme job, qui me plaît, il fallait que je bosse. Ça s'arrête là. Et à un moment donné, il faut pas chercher midi à 14h. Si tu veux quelque chose dans la vie, il faut que tu bosses. C'est clair. Et j'ai fait des années et des années et des années où j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je mette de l'argent de côté aussi parce qu'il faut que je crée une société. Parce que si je continue à avoir des demandes, il me faut une structure. Je voulais pas me mettre en indépendante parce que si je voulais faire une structure, je voulais vraiment un truc un peu calé, un peu qui pouvait me protéger dans le cas où quelque chose se passe pas bien. Donc du coup, il faut les 20 000 francs d'apport pour faire une SARL. 20 000 francs que je n'ai pas. Donc j'ai bossé comme une malade pendant des mois, sur des années, où j'ai mis de l'argent de côté tous les mois, tout le temps. Et j'ai passé des années sans prendre un jour de congé ou très peu. Le week-end, aller typiquement quand j'étais pas dans le cadre automobile horloger ou avec l'agence, ou avec Seb, en fait j'allais filmer des chevaux. Pour les concours. Ah oui, les concours, c'est vrai. Donc du coup, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est que j'ai filmé les chevaux, job qui est absolument pénible, parce qu'il est tout sauf intéressant. Et pourtant, je suis cavalière. Mais au bout du 33e, puis t'en filmes 250 à 300 par jour, c'est insupportable. J'imagine. Puis tu peux pas bouger, t'as pas de pause, donc du coup, même pour aller manger, tu dois décider si tu veux aller aux toilettes ou si tu veux aller manger. Quand il pleut, puis quand il fait 30 degrés, ça va, mais quand il fait 40, c'est une horreur. Quand il pleut, c'est une horreur. Enfin, c'est pénible. Mais ça m'a permis de continuer à récupérer de l'argent, mettre de côté, à avoir vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir ces 20 000 francs, pour pouvoir me créer cette société. Et du coup, ça a été dur pendant, je pense, bien 3 ans. Vraiment, j'ai bossé non-stop. Et arrive le moment où je me dis, ok, je me lance. L'agence, j'ai fait le tour. Je pense qu'il y a un truc qui t'a dit qui est, je pense, important au tout début de notre conversation, c'est que
Honda, ça m'a appris à savoir ce que j'aimais, c'est-à-dire représenter une marque. Ouais. Quand tu es en agence, tu représentes pas une marque. Ouais. Tu travailles pour une marque. Ouais. Et je dois dire que moi qui venais de Honda, la revue automobile, Tesla, même si ça a été court, il n'empêche que j'ai représenté la marque, etc. Le fait de me retrouver dans une position où je ne représentais plus une marque, que des mandats, ça m'a pas mis dans une position que j'ai aimée. Ouais. Je pense que j'ai ce côté un peu trop humain ou peut-être naturel de me dire j'ai besoin de représenter, j'ai besoin d'aimer la marque pour laquelle le client, la marque pour laquelle je travaille. T'as besoin d'être passionné. Ouais. Et en fait, je me sentais pas du tout, vraiment pas liée aux marques parce que du coup, on me donnait un mandat. Oui, c'est des mandats. Telle marque horlogère, t'as besoin de ça, tel événement, t'as besoin de ça, etc. Puis en fait, c'était cool au début. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais entre guillemets que prestataire et c'est pas ce que je voulais. Ouais. Par contre, plus j'avais des mandats qui arrivaient du coup à côté, c'est là que du coup je me suis dit ok, j'ai l'argent, j'ai les mandats, j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quelques-uns et je pense que j'ai fait le tour dans la boîte, l'agence, donc j'ai tout quitté, j'ai fait ma société. T'as dû te faire quand même à cette époque-là un beau réseau, un beau carnet d'adresses par contre. Ouais. Justement. Mais multiplier les mandats. Par contre, les interlocuteurs dans chaque marque. Ouais. Tu te fais beaucoup de contacts, mais c'est toujours la même chose. Tu sais, un des trucs que mon ancien chef de chez Honda m'a appris, c'est que si tu veux rester dans le milieu, faut te faire voir et il faut garder contact. Ouais. Et c'est éprouvant, parce que tu dois tout le temps être partout. Ouais, faut pas ouvrir le carnet d'adresses uniquement quand on en a besoin, voilà. C'est ça. Et en fait, ce genre de milieu, l'automobile, le motorsport, la moto un petit peu aussi, et l'horlogerie aussi, si t'es pas là pendant un moment, les gens t'oublient. Ouais. Et ça veut pas dire que t'es pas intéressé par le milieu, que tu veux pas le faire, c'est juste que pendant une période tu vas peut-être moins être dispo et les gens ils t'oublient. Et je pense que c'est ça qui est difficile, c'est que je me suis fait beaucoup de contacts à l'époque, sauf qu'après du coup j'ai fait mon agence, mais je suis trop petite. Si tu veux, j'ai fait des contacts dans des grosses marques horlogères qui ont des budgets énormes et qui ont absolument rien à faire avec Apex Management à ce moment-là parce que je suis trop petite. Donc évidemment tu prends plus contact avec ces gens. Donc, si tu veux, je me suis fait beaucoup de contacts dans au final, des marques qui allaient pas être mes clients en direct dès le départ et qui le sont toujours pas maintenant parce que je peux pas travailler avec des gros groupes comme j'ai pu le faire à l'époque avec des grosses marques comme ça. Donc, avantages et désavantages quand même. Même si je pense que. Puis après, depuis, les gens ont quitté aussi les jobs, ils ont changé. Par contre, évidemment, ça reste un petit milieu. Watches and Wonders, j'y vais chaque année parce que j'ai quand même des contacts avec des marques horlogères. Donc, ça reste un salon où je vais. Mais tu vois, typiquement le GPAG, j'y vais plus depuis que je suis plus en agence. Puis après, ça fait partie de la vie. Tu sais que tu peux pas être partout non plus. Et ça fait partie du jeu. Mais je pense que s'il y a bien un truc que j'ai appris aussi, j'ai appris dès le départ, parce que ça date de Honda, et j'ai toujours gardé ce fil conducteur, c'est que tu dois vraiment te faire voir. Circuit, c'est la même chose. Ça fait des années que je suis en endurance. Je sais que demain, si j'y vais pas pendant une année, les gens ils vont plus penser à t'écrire ou à t'appeler parce qu'ils t'ont pas vu. Il y a un autre point aussi concernant le réseau. Il y a le fait d'entretenir son réseau, c'est clair, de ne pas le solliciter uniquement quand on en a besoin. Un autre petit point que j'aborde moi pour les auditeurs et pour les viewers, votre réseau, l'objectif c'est pas uniquement de l'utiliser, il faut aussi apporter de la valeur ajoutée à ce réseau. Voilà. Donc attends pas tout de ton réseau, mais provoque les choses et apporte-toi aussi de la valeur ajoutée et apporte des choses à ton réseau, voilà, et t'en seras reconnaissant. Ça, c'est, si je peux donner un conseil, voilà. C'est important et je pense que moi, ça, typiquement, c'est ce que je vois maintenant, en ayant ma société. C'est ce côté où tu te dis, ok, ça c'est ma base de données, j'ai ces clients-là, j'ai cette liste de contacts, maintenant je fais quoi avec ? Voilà. Puis juste les appeler en disant salut, j'ai fait ma boîte. Moi aussi, je peux faire ça. Non, qu'est-ce que t'apportes réellement ? Cool, bonne chance, quoi. Exactement. Alors que si tu viens avec vraiment un truc un peu concret en disant voilà, j'ai fait ma société, j'ai réfléchi, on pourrait faire ça, faire ça, on se prend rendez-vous, on fait ça, etc. Là, tu changes complètement la donne et c'est vrai que c'est hyper important de. Exactement. Et non plus pas de les maltraiter dans le sens où il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas respectueux. Et qui prennent pas en considération d'où ils viennent, si tu veux. Moi, j'ai énormément de respect envers les gens qui m'ont aidé. C'est des gens, je sais exactement qui c'est, qui a été là dans ma carrière et qui m'a tendu la main au bon moment et qui m'a ouvert des portes et qui m'a donné des contacts. Et c'est des gens que j'ai toujours contact avec tous, encore maintenant. Et ils le savent. Et c'est des gens que vraiment je porte énormément dans mon cœur parce que c'est des gens qui m'ont aidé. Une certaine loyauté. Et je pense que maintenant, en tout cas dans ce que j'ai pu voir, il y en a certains qui oublient. Et c'est un peu dommage. Parce que faut pas oublier d'où on vient quand même.
Oui, ça c'est clair. Après, bon, ceux qui oublient pas, c'est ceux qui respectent leur réseau, leurs contacts, c'est ceux qui réussissent. Donc à la limite, Oui, bon, ça, c'est quand sûr. tu commences à mépriser d'où tu viens, les gens qui t'ont porté là où t'en es, bon, ça dure pas très très longtemps, ou alors tu stagnes à un certain moment, quoi. Donc quand t'as compris ça, après ça se passe bien, quoi. Fort de cette expertise horlogerie, justement, est-ce que toi, t'as un avis sur le monde horloger de maintenant par rapport à tes débuts quand t'as commencé à le côtoyer? On voit qu'il y a quand même eu un sacré bouleversement, c'est-à-dire que avant le Covid, ça a été un truc de dingue pour tout le monde, mais avant le Covid, les montres, je vais pas dire que tout le monde s'en foutait, mais c'était un truc de connaisseurs, Ouais, c'était un truc de de riches, niche. de connaisseurs, de gars pointus. Alors, De niche, pas de riche. ouais, Je disais niche. moi dans ma tête j'avais riche, mais Non, parce qu'on peut être passionné d'horlogerie sans avoir des modèles comme exactement, ça ou exactement, avoir des modèles beaucoup plus abordables. c'est clair. La région ici fait que bon, on est tous quand même globalement sensibilisés à l'horlogerie. Enfin, c'est comme ça, c'est le berceau de l'horlogerie. Au bout d'un moment, on n'y peut rien. Donc, il y a une plus forte sensibilité. Mais si tu prends un peu, tu sors du micro et tu passes en macro, tu t'aperçois que l'horlogerie avant le Covid, vraiment tout le monde s'en fout. Enfin, c'est pas un sujet, quoi. Le Covid a fait que, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une énorme spéculation, il y a eu des ruptures de stock sur tout ce qui est Rolex, sur toutes ces choses-là, une énorme inflation, un énorme business derrière tout ça. L'arrivée aussi des réseaux sociaux qui a démocratisé justement les montres, et avoir des montres, des belles montres au poignet de toutes les stars et tous les influenceurs, je pense que bon, bah voilà, ça donne envie aux viewers d'en avoir aussi. Là, bon, on est sur une phase quand même d'accalmie, d'apaisement, et ça fait un petit peu du bien. Mais est-ce que toi, tu as vécu cette période-là, cet emballement, pour le coup, de l'horlogerie? Avant le Covid, c'était vraiment quelque chose c'était une niche. C'était pas quelque chose de très développé. Ça faisait de l'argent, hein. C'est pas le sujet, hein. Oui, ça Mais, c'est sûr. Alors que ça faisait de l'argent, ouais, c'est une voilà. certitude. Mais c'est que là, ça a vraiment littéralement explosé, quoi. Enfin, c'est terrifiant. Mais pour le coup, on n'est plus du tout sur un marché de passionnés. C'est là où je voulais en venir. Et on est vraiment sur un objet d'achievement de la vie. Voilà, il te faut une Rolex parce que c'est comme ça, il la faut. C'est vraiment le goal à Un atteindre. goal dans sa vie, ouais. Voilà, c'est Ouais. ça. Mais à l'instant T, j'ai l'impression que les gens d'avant le Covid versus les gens de maintenant, eh ben avant, ils savaient ce qu'ils achetaient, pourquoi ils l'achetaient. Maintenant, juste, il en faut une. C'est difficile à répondre parce que, comme tu le dis, moi je viens d'une région où c'est ancré. Ouais, Parce que déjà c'est ancré en Suisse, ouais, mais c'est très ancré encore plus là où moi j'habite. ouais, clairement. Parce que pratiquement toutes les marques horlogères sont entre Genève et La Chaux-de-Fonds. C'est vrai. Donc, et puis sans compter la vallée de Joux qui est à 20 minutes de là où on se trouve en ce moment. Oui. Donc si tu veux, c'est difficile pour moi parce que c'est culturel Ouais, en c'est Suisse. culturel. C'est culturel dans la région. Donc si tu veux, moi j'ai grandi. Pas forcément avec de nouveau, ma famille n'est pas dans l'horlogerie. J'ai Ouais. pas de. Moi, je pense que j'ai clairement les plus beaux modèles de montres de la famille parce que personne n'a vraiment des montres. Et encore, c'est ce qui est drôle, c'est que je travaille dans l'automobile, je travaille dans l'horlogerie, je travaille dans les chevaux. Les gens s'intéressent dans la famille et maintenant ils commencent à s'intéresser Ouais. à l'horlogerie et à l'automobile. Et ça, c'est très drôle parce que pour typiquement le dernier Noël, on s'est offert des montres. D'accord. Alors des montres très abordables, mais des montres avec des petites collections qu'ils avaient faites, typiquement avec Swatch, Ouais. des trucs comme ça Très bien. où c'était drôle parce que ça aurait été inimaginable il y a encore Ouais. quelques années. Donc si tu veux, je pense que, c'est un milieu de niche, ça c'est une certitude, et ça se voit même avec le fait que l'horlogerie se porte très bien, ce Ouais. qui n'est pas le cas de l'automobile. Ils sont pas impliqués par la politique. Ouais. L'horlogerie, même si le dernier trimestre de l'année dernière, ils se sont pris une grosse vague dans la tête, il n'empêche qu'ils sont sur une petite vague confortable, Oui, clairement. en croisière, tout se passe bien, et même si, ok, ils rigolent un peu moins qu'avant, ils rigolent quand même. Ouais. Hein, si on va pas se le cacher, c'est l'automobile, clair. ils rigolent pas du tout Ouais, c'est en clair. comparaison. Donc si tu veux, c'est difficile. Après, je pense que oui, le fait qu'il y ait eu toutes ces collaborations horlogères dont je viens de citer une justement, ça a aidé. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est une certitude. Et puis après, je pense que c'est dans l'air, parce que si tu prends du recul, il n'y a pas que l'horlogerie qui est aussi devenue à la mode avec plein de choses, parce que l'art aussi a pris plus d'ampleur depuis qu'il y a des réseaux sociaux, depuis le Covid aussi, parce que les gens sont ennuyés. Donc, si tu veux, je pense que c'est pas le seul domaine. Nous, ça se voit peut-être aussi un peu plus, parce que ça a été beaucoup plus... ils se sont beaucoup plus engagés aussi dans l'automobile. Ouais. Donc, je pense que nous, en tant que passionnés d'automobile, on le voit encore plus. Que ce soit, tu vois, rien que, tu vois, l'iPhone...
Gérard Perregaux se retrouve en F1, mais parce que la F1 a été mise sur Netflix, et puis du coup, Netflix fait péter les scores de la F1. Ouais, clairement. Donc, du coup, premier réflexe de l'horlogerie, c'est de se mettre encore plus dans la F1, alors qu'il y a une zone il y a eu un moment mort de la F1 où, à part IVC, ou Richard Mille, ou je ne sais qui, il y avait Rolex. Il y avait, oui, ok, il y a Rolex, mais Rolex, j'écoute même plus, ils sont tellement gros. Oui, c'est clair. C'est comme dans l'endurance, il y a que. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des nouveaux qui sont arrivés parce qu'il y a eu de l'engouement par cette série Netflix, etc. Donc, si tu veux, je pense que c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que moi, à l'époque, moi, j'ai toujours été très intéressée par l'horlogerie. Parce que c'est de la mécanique, parce que de nouveau je vis dans un milieu et dans une région où on est vachement influencé par ça. Donc pour moi ça n'a pas changé. Le seul truc qui a changé, c'est effectivement ce côté un peu goal de il me faut la dernière Daytona ou il me faut une Rolex dans ma vie pour avoir accompli ma vie. Non. Je veux dire, à un moment donné, t'as pas besoin d'avoir une Rolex pour avoir accompli ta vie. Tu peux avoir une Rolex comme tu peux acheter d'autres choses. Oui, c'est clair. De la même manière que le prix d'une Rolex, tu peux avoir des Rolex à 1000 francs ou à 2000 francs. Alors, faut me les trouver. Oui, si t'as des bons d'occasion, tu peux trouver des Rolex à 1000 ou à 2000 francs. Ce sera des Datejust ou des Day-Date, mais tu peux trouver d'occasion typiquement en très bon état. Par contre, évidemment, c'est des petits modèles. Mais ça se trouve, c'est ce que je dis. Il y a aussi des femmes qui t'écoutent, qui portent des petits modèles. Donc t'as tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un aboutissement d'une vie de te dire, OK, j'ai acheté une Rolex. Surtout quand, en plus, t'es encore passionné de l'horlogerie. Parce que moi, j'ai une Daytona parce que j'ai toujours adoré ce modèle, parce que c'est un lien avec l'industrie automobile et parce que c'est un modèle et j'aime que celui-là. Parce que, bon, à la limite, celui avec le mouvement zénith encore plus, mais il est très cher. Parce que moi, j'ai pas le mouvement zénith. Mais typiquement, la version avec le fond noir, c'est pas une version que moi, j'aurais forcément aimée. Mais c'est la seule que j'ai. Parce que Rolex, en soi, ils ont perdu cette âme un peu... Tu vois, on parlait avant de ces marques qui ont plus les moteurs d'avant, qui sont plus faites avec passion. C'est la même chose dans l'horlogerie. T'as des petites marques qui ont vraiment encore le côté passion et qui font des trucs incroyables avec des tourbillons, avec des mécanismes de dingue et qui sont peut-être pas Swiss-made. Donc c'est ce qui fait que le prix il descend à 100%, mais qui sont en termes de mécanique des trucs de dingue. Et puis qui sont des trucs de niche. Et moi, j'ai encore dernièrement un ami à moi qui est venu chez moi avec une montre qu'il a payée, je crois, 1500 francs, qui reste quand même un budget quand même très élevé pour une montre, mais qui est quand même dans les premiers prix un peu si tu veux passer à une catégorie au-dessus. La montre était dingue. Moi, je suis restée figée dessus en disant, mais elle est dingue, cette montre. Et c'est ça, le truc, c'est que c'est vrai que ce côté un peu faux sur les réseaux sociaux de oui il faut et pourtant j'en ai une au poignet, mais j'en ai une au poignet parce qu'après de nouveau moi j'en voulais une, mais c'était pas un goal, j'aurais très bien vécu ma vie sans. C'était ce modèle là, t'as eu l'opportunité de l'avoir et puis après moi il y a un rapport aussi financier, c'est que c'est aussi de l'argent qui est placé d'une manière ou d'une autre, tu vois. Moi je fais du placement dans des montres parce que je sais que c'est quelque chose qui décote peu, même si je la porte, et du coup je sais que si demain parce que de nouveau, moi ma priorité c'est pas les montres, j'ai des chevaux. Moi demain j'ai un problème avec mon cheval, je dois payer des frais qui sont hallucinants, mes montres elles partent tout de suite et c'est non négociable. Par contre ma Mini, non. Tu vois ce que je veux dire, c'est de nouveau, c'est où tu mets tes priorités dans ce que tu achètes. Mes montres elles sont là aussi pour ça, c'est un investissement que moi j'ai fait pour avoir un coussin si jamais il se passe quelque chose. Non mais c'est intelligent. Alors que ma Mini, typiquement, si je peux ne jamais la vendre, j'espère ne jamais la vendre. Ça, typiquement. Je te le souhaite. J'espère ne jamais avoir à la vendre. Mais non, l'horlogerie, c'est un milieu de niche, mais c'est un milieu qui est très intéressant. Et encore plus maintenant, d'un côté, je trouve que c'est cool parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles marques. Qui sont vraiment très chouettes. Et clairement. Et il y a pas mal de marques plutôt anciennes qui repoussent maintenant et qui reviennent. Et ça fait plaisir. Il y a une marque aussi, moi, que j'adore parce que, pour le coup, je la trouve vraiment innovante. Je trouve que les prix sont plutôt contenus. C'est Frédéric Constant. Oui, j'en ai une. J'aime beaucoup, j'ai un lien particulier avec cette marque, mais j'aime beaucoup cette marque parce que, pour le coup, c'est Swiss made, en tout cas en majorité. Ils sont à plein les watts. Ils font des modèles magnifiques, esthétiques. Les mouvements, ces mouvements FC, bon, pour les 3/4 à part, ils ont une version quartz plus accessible, mais ils ont des mouvements maison, donc ça c'est intéressant. Et surtout, ils sont capables de sortir des perpétuales, par exemple, à des sommes, je sais pas moi, peut-être 1/5 du prix de la première perpétuelle qui existe, quoi. Et là, c'est très fort. Pour le coup, c'est des mini Vacheron Constantin, accessible à tout le monde. Qui est le bâtiment à côté à Genève, d'ailleurs. Son voisin. C'est vrai que c'est fou, mais ça rend pour le coup l'horlogerie accessible à tout le monde, et ça fait vraiment plaisir. Tu vois, Frédéric Constant, ça a été ma première, à l'époque, ma première vraie montre pour moi, un peu luxe,
un peu où tu passes au-dessus de ok, j'achète des Michael Kors et des trucs du style qui sont pas des marques horlogères, où tu dis ok, j'ai un peu de budget, je veux m'acheter une petite montre, mais en même temps j'ai pas du tout le budget d'acheter un truc de dingue, et ma Frédéric Constant je l'ai toujours et je l'adore. C'est une belle c'est un modèle femme tout en acier, enfin vraiment qui est tout simple, avec un fond très simple, hyper épuré. J'adore cette montre, par contre elle est en quartz parce que j'avais pas les moyens d'acheter en automatique. Très bien. Donc c'était une montre qui valait quand même plus de 300 francs, mais qui était pas du tout dans les 1000 francs. Et c'est une montre que j'ai entre-temps donnée à ma maman. Parce qu'elle a toujours bavé dessus, elle a toujours adoré cette montre. Et en fait, je me suis dit, mais moi, entre-temps, j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter d'autres montres. Et je me suis dit, je veux que cette montre, elle vive. Je veux qu'elle reste dans la famille quand même si c'est un budget plus petit. Ça reste une montre quartz, mais il n'empêche que c'était vraiment... ça reste une montre passion, c'est une montre, c'est une montre qui me faisait un peu... Ça m'a fait un peu passer un step quand j'ai acheté cette montre. Je m'en rappelle encore, j'ai reçu la boîte, etc. J'étais là, c'est une Frédéric Constant, c'est un truc de fou. Non, mais c'est clair, ça fait ça. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des montres ou des... Même dans l'automobile, il n'y a pas besoin. Moi, ma Mini... j'ai tellement de plaisir à conduire ma Mini, alors que je suis une pure Porsche et j'aurais pu très bien me dire ok, j'achète une 911, mais c'est invendable. Enfin, je peux pas acheter ça. T'as pas envie d'acheter une Porsche? J'adorerais, mais tu me donnes l'argent. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça que je veux dire, c'est que tu peux avoir des beaux objets, des trucs super chouettes à des budgets qui sont tout de suite beaucoup plus petits. Clairement. Alors évidemment, la Mini, c'est pas le prix d'une montre, mais ce que je veux dire par là, c'est que typiquement la Frédéric Constant, moi j'adore, encore maintenant, ça fait plus de 10 ans, j'adore cette montre. Non, mais c'est clair. Et ma mère la porte encore, et même à chaque fois que je vois ma mère, je me dis, mais elle est trop chouette cette montre. Donc effectivement, t'as des marques comme Frédéric Constant qui sont de chouettes montres, marques de montres suisses qui font des trucs très sympas. Montres de passionnés, voilà. Et qui sont pour toutes les tranches de prix et pour toutes les bourses. Clairement. Yema aussi, marque française qui revient sur le devant de la scène, qui est plutôt intéressante et pour le coup qui redore le blason de l'horlogerie française, ça fait plaisir. Voilà, puis après il y a plein de nouvelles marques. Et là j'ai vu qu'il y avait Dépencel aussi, qui est une nouvelle marque française qui fait des trucs super chouettes liés avec l'automobile. Alors après t'as des trucs plus gros, t'as l'Orige par exemple, qui est évidemment pour d'autres bourses parce que évidemment là c'est très cher. Il y a Raymond, alors peut-être que je le prononce mal parce que je connais pas énormément cette marque, Raymond Weil. Eux sont en train de pousser très 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 fort justement. On n'entendait pas parler de cette marque-là. Moi je connaissais historiquement, mais c'était des petites marques quoi. Je crois qu'ils sont, je sais pas s'ils sont vers Carouge ou quelque chose comme ça. Et là ils ont dû embaucher des gens à la communication et au marketing, mais ça pousse sévère et pour le coup ils ont compris le principe des collabs qui est assez récent, enfin récent peut-être pas, mais dans l'horlogerie, on voit de plus en plus justement post-Covid toutes ces collabs, et ils commencent à faire des collabs avec des artistes. Il y a un artiste que j'adore, moi c'est Seconde, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Incroyable. Il personnalise les cadrans et les aiguilles des montres de luxe ou pas de luxe. Et c'est incroyable. Je te partagerai son profil, tu vas voir, c'est complètement fou. Et ça, pour le coup, les marques commencent à le comprendre que c'est du cross-community. En allant chercher la communauté d'un artiste plus ou moins célèbre, mais quand même avec une certaine notoriété, et ben dans le coup, ça leur ramène des nouveaux clients. En tout cas, ça permet de vendre des montres. Et Raymond Weil, ils viennent de faire justement une collab avec un artiste que je connais pas, mais bon, il a l'air d'être plutôt doué dans son domaine. Et dans le coup, ça les met bien sur le devant de la scène et ça fait plaisir de voir ce genre de marque pumper et redevenir tendance, quoi. Pour le coup, il y a eu vraiment le total monopole Covid, post-Covid, jusqu'à peu près milieu d'année dernière. C'était Audemars Piguet. Il fallait une AP, il fallait une Patek Philippe si vraiment tu avais passé... Patek Philippe, il fallait de l'argent. Hein. Oui, mais c'est toujours le cas. Si tu avais passé un week-end à Genève, c'est bon, tu reviens, tu sais, il me faut une Patek, les vraies marques c'est Patek, voilà. Et puis il y avait Rolex. C'est la vérité, il y avait 3 marques. Voilà. Et au-delà de ça, personne ne connaît rien du tout pour les non-avertis, on va dire. Et là, maintenant, justement, toutes ces collabs, toute cette dynamique, justement, ils ont été longs à la détente, à comprendre justement les horlogers, toutes ces manufactures qui avaient un intérêt à communiquer. Typiquement, c'est des vieux artisans, dans l'imaginaire, c'est des vieux artisans, ils font des montres, c'est des nerds, ils sont comme ça devant leurs petits mouvements, ils vendent des montres, tu sais pas comment ils les vendent, à part des Rolex et tout ça, hein. C'est vraiment un marché de niche. Et tu as l'impression qu'il y a 2 ans, ils ont découvert les réseaux sociaux, ils ont découvert les médias. Et c'est intéressant de voir justement toutes ces marques qui explosent en ce moment. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Parce que non, c'est chouette. À un instant T, on parlait que de Rolex. Là, maintenant, voilà, il y a des gens qui, des fois, viennent me voir. Oh, regarde, j'ai acheté ça. Tu parlais de Girard tout à l'heure. Ah, j'ai acheté cette montre-là. Elle est pas mal. Ouais, puis pourtant, Girard Perregaux, ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais oui, de nouveau, ils ont... C'était de la niche, quoi, pure. Ouais. Et là, pour le coup, des gens qui se pointent avec ça et qui sont fiers de l'avoir... et que c'est pas un choix par défaut, ça me fait plaisir. Voilà. Bon.
Non, c'est clair. Petit. C'est pour ça que l'horlogerie, honnêtement, moi, si j'ai de la chance de pouvoir aller à Watches and Wonders chaque année et j'aime bien aller à ces événements horlogerie quand je peux. C'est bientôt là. C'est juste après le salon de l'auto de Genève. C'est ils ont les montages. C'est pour ça que ça a décalé d'ailleurs les dates du salon. Okay. C'est parce qu'il y a les montages de Watches and Wonders qui nous empêchent de récupérer nos dates historiques. Okay. Donc ça décale légèrement les dates de Genève. Ok. C'est un peu malheureusement. Est-ce que ça s'annonce incroyable, le salon Watches and Wonders? Bah écoute, je sais plus, je suis plus vraiment dans les petits papiers comme à l'époque. À l'époque, j'aurais pu te le dire, maintenant je peux plus. Donc je sais pas, mais en règle générale, oui. Watches and Wonders, ça reste un événement qui est, moi personnellement, que j'aime beaucoup. J'ai fait les deux, j'ai fait Baselworld aussi. Baselworld, j'y suis allée une fois, j'ai pas du tout accroché à l'événement. Simplement, c'est pas le même principe. Baselworld, je sais pas si tu es déjà allé. Mais jamais. Si tu veux, c'était vraiment dans les halles et puis t'avais vraiment chaque stand qui était fermé. C'était très formel. C'est comme si tu allais à la rue du Rhône à Genève, mais version fermée, quoi. Donc bon, pour voir des vitrines, autant ne pas y aller. Ouais, c'est clair. Autant se promener à Genève, quoi. Bah c'est ça en fait. Et puis tu payais très cher l'entrée de l'Olympiade. C'était presque 200 francs. Ouais, c'était très cher. Moi j'avais payé justement en me disant bon si à ce prix-là ça doit être quand même un truc un peu chouette. Et ben j'ai regardé des vitrines pendant les 2 heures, c'était top. À part évidemment les tout petits où là tu peux un peu rentrer dedans parce que c'est des petites marques, ils veulent se faire connaître. Donc là évidemment ils laissent les visiteurs rentrer, mais tous les autres tu oublies, tu regardes rien, tu vois rien. Donc, typiquement, Watches and Wonders, c'est quand même plus sympa, mais c'est plus B2B aussi. Ouais, c'est plus Watches and Wonders. Mais c'est très sympa parce que j'aime beaucoup, en fait, ce côté où Watches and Wonders, ils imposent, pas pour, du coup, parce que maintenant, il y a les marques de Baselworld qui sont arrivées à Watches and Wonders, mais pour les marques de Richemont, ils imposent ce côté épuré de tout le monde a la même façade. Ok. En fait, si tu marches dans le couloir, d'ailleurs, tu reconnais pas du tout pas l'expo parce que c'est tellement bien fait que tu te rends pas compte que t'es dans des halles d'exposition. Puis en fait, c'est un long couloir un peu beige, puis t'as une entrée Richard Mille, une entrée, je sais pas moi, Gérard Perregaux par exemple. Puis en fait, si tu veux, la main entrance, c'est la même. Par contre, quand tu rentres dans un univers. Et chaque marque crée son univers à l'intérieur. Je me rappelle, Gégère, il y a quelques années, ils avaient fait, Gégère Lecoultre, ils avaient fait une forêt. Avec des bouleaux. Donc en fait, tu marchais, tu passais entre les boulots, puis entre les boulots, il y avait des montres. C'était incroyable. Incroyable. Hermès aussi, ils font des trucs de malade. Mais ils sont très dans le design. C'est souvent un truc très simple. Enfin, très simple. Dans le sens où c'est un seul truc. Style, il y a quelques années, c'était une sphère qu'ils avaient fait avec des miroirs par terre. Très simple. Mais ça claquait, visuellement, ça faisait un truc de fou. Donc, non, c'est un salon que j'aime beaucoup. Mais quand tu vois les structures qui sont mises en place. Là, il y a du budget. Piaget, c'est des fous. C'est clair. C'est des, Van Cleef aussi, dès que t'es un peu dans les marques qui font de la bijouterie aussi, et de la joaillerie, c'est de la folie. Il y a Vuitton qui pousse sévèrement. Cette année, à mon avis, ils vont faire un petit peu de bruit. Il y a un nouveau patron chez Vuitton, qui a pris toute la direction de la partie horlogerie LVMH. Très très dynamique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est des clients à titre personnel, donc j'ai hâte de voir vraiment. Mais ça, c'est le genre de marque, typiquement Vuitton, à la base, c'est pas une marque horlogère, quoi. Mais ce qu'ils vont en faire, en tout cas, ils ont des grosses ambitions et ça, c'est intéressant de voir. Il y a aussi, pour reconnecter un petit peu avec le motorsport, très récemment, je crois, la semaine dernière, pilote de F1 Yuki Tsunoda, qui a posé dans sa nouvelle combinaison 2024 avec une belle montre au poignet. Une Tudor avec un fond bleu. J'ai vu qu'ils avaient fait sponsor avec l'équipe. Donc dans le coup, en ce moment, c'est un peu, ils sont tous en train de se tordre la tête à savoir ce que c'est cette montre parce qu'elle n'existe pas. Donc à mon avis, Watches and Wonders, ça va être l'occasion de la présenter et d'officialiser le sponsor. Donc ça va être plutôt cool. Donc ça c'est la petite aparté. Ok, bon, pour reconnecter un petit peu sur la partie business, dans le coup, Apex Management, ça fait sa petite vie tranquille. T'as des clients, ça se passe plutôt bien. C'est toujours en activité ? C'est toujours en activité, je suis toute seule. Donc du coup, c'est pas une grosse société multinationale. Mais non, ça se passe bien. Le problème, c'est que ça dépend un peu des périodes. Il y a des périodes où je suis plus avec Apex. Il y a des périodes où je suis plus avec moi en tant que mec colère sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, quand je suis plus du côté mec colère, ça m'empêche un peu de développer la boîte. Moi, mon objectif pour l'instant, c'est de faire en sorte, vu que c'est nouveau, ça fait que c'est ma 3e année complète. Donc, du coup, l'idée, c'est de continuer sur pour l'instant, cette
cette structure qui fonctionne et puis qui me permet de vivre et puis qui me permet de manger et puis qui me permet de faire ce que j'ai à faire et du coup dans un deuxième temps, une fois que je sais que c'est bien stabilisé, que je suis sur un coussin un peu confortable et puis que ça va bien, là je pourrais potentiellement envisager d'investir un peu d'argent et puis de réfléchir un peu plus à ok, j'ai une structure, c'est bien, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais. Mais je veux pas prendre ce risque. Après c'est un choix, il y en a qui le font tout de suite, moi je veux pas de le faire tout de suite parce que je préfère, comme je disais, m'assurer que tout roule, ça tourne et puis que t'as raison. Je puisse prendre le temps de faire ça sur le côté. Bon, après, c'est aussi la suite logique de ta carrière. Tu as toujours aussi saisi les opportunités, mais laisser les choses venir au fur et à mesure. Oui, ça va. Donc je voilà. suis pas une équipe qui gagne, comme ça se développe. Tu vas récupérer un gros mandat qui te permettra d'embaucher une deuxième personne et ainsi de suite. Et puis voilà, tout ce que je te souhaite. Exact, peut-être. Donc non, mais du coup, j'ai des clients mensuels et puis j'ai des clients que j'ai au coup par coup. Ouais, un mandat. Très bien. Pour revenir sur le salon de l'auto, là, cette année, c'est vrai que quand on regarde la liste, effectivement, des constructeurs, c'est plutôt limité. On fait le parallèle avec un salon qui vient de se terminer, qui est Rétromobile, à Paris, monstrueux, qui prend de l'ampleur, où tout le monde est là-bas en ce moment. C'est vraiment incroyable. Hein. Toutes les stars de F1, tous les influenceurs, ils ont des voitures de fou. Et ça s'appelle Rétromobile, mais il y a bientôt plus de voitures récentes, voire neuves, voire même proto, que des voitures anciennes. Comment t'expliques que les marques, parce qu'il y avait beaucoup de marques, que les marques investissent à un salon comme Rétromobile, alors j'ai ma théorie, hein, et que justement ils soient frileux à revenir sur le salon de l'auto de Genève. Est-ce que c'est une volonté de la fondation aussi de plus s'orienter vers tout ce qui est tech, vers efficience et un peu moins sur la partie, on va dire, passion, plus mobility, on va dire, ou est-ce que tout simplement ils sont frileux, ils ont été ou alors échaudés au choix par la dernière interruption soudaine où ils ont investi tellement d'argent qu'ils se sont dit plus jamais. Quelle est ta vision, toi, en tant qu'interne à ce salon ? Je pense qu'il y a plusieurs explications. Alors, pour revenir sur Rétromobile, moi qui suis une pure fan de voitures anciennes, je pense que simplement la nostalgie, et moi la première, pourtant tu as bien vu dans quel cadre je travaille, j'ai eu la chance de voir beaucoup de voitures, des F40, des choses comme ça, de manière quotidienne. Il n'empêche qu'à chaque fois que j'en vois une, je suis quand même comme une gamine. Donc si tu veux, la vague nostalgie de l'automobile d'avant, elle va pour moi croître parce qu'on part dans un automobile et dans une industrie qui est très neutre. Ouais, clairement. Si tu prends toutes les voitures, je te prends, j'ai pas une ID3 avec une Cupra, les dernières Cupra, etc. Toutes les plateformes électriques, c'est les mêmes. Sauf que du coup, tu mets une carrosserie avec un logo différent. Et puis, du coup, c'est de la mobilité. Voilà. C'est de la mobilité. Donc, si tu veux, pour moi, le côté classique et le côté automobile d'avant, il va croître. Ouais. La passion automobile de l'ancienne automobile, ça va croître. C'est obligé. Parce qu'il y a tellement de sortes de... Si tu prends du recul, les carrosseries étaient différentes, les moteurs étaient différents. Il y avait des trucs de malade. Maintenant, c'est tellement linéaire que ça devient, qu'on soit clair, ennuyant. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que font les gens ? Naturellement, ils se redirigent sur le côté nostalgique de quelque chose qui les rassure et quelque chose qui leur a donné des étincelles, etc. D'où l'explosion des donc, youngtimers. C'est logique qu'un événement comme Rétromobile croît. Et tant mieux. Parce que moi, comme je le dis, j'adore Rétromobile. Je suis malheureusement pas allée cette année. J'ai pas eu le temps avec l'organisation de Genève, mais j'y suis allée plusieurs fois. J'adore ce salon et j'adore Goodwood. Goodwood, c'est aussi pour ça que ça croît énormément. C'est parce que c'est aussi basé sur. Ça sera mon premier. Ah le oui 1er en juillet, j'ai enfin réussi. Tu fais le Revival ou tu fais le Festival of Speed ? Festival of Speed. Tu vas adorer, c'est top. J'espère que tu n'auras pas les mêmes conditions que moi l'année dernière. Ouais. Parce que l'année dernière, j'ai pris une rincée. C'était indécent. Là, c'était pas une douche, c'était pire. Je me suis dit, l'année dernière, apparemment, c'était vraiment le summum où tout le monde s'est dit, bon là, ça devient tellement n'importe quoi qu'ils vont commencer à freiner. J'espère que ça sera pas l'année de la raison pour Goodwood. J'espère que ça sera encore l'année de la folie. Mais en tout cas, on est quand même sensiblement sur les dernières années du Goodwood qu'on imagine et qu'on connaît. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi en termes de roulage, en termes de vitesse, en termes de puissance. D'un côté, moi, j'aime bien le côté... le Festival of Speed, moi, j'aime bien ce côté un peu où tout d'un coup, t'as un gars qui va rouler en moto sacoche de l'époque ou avec une vieille moto, une moto GP de l'époque.
je sais pas moi, des années 20, et puis derrière, t'as un missile une complètement... Vulcan, des choses comme ça. ou une Valkyrie qui débarque encore en forme de concept, ou je ne sais rien, derrière, qui va arriver, puis tu dis, mais on est passé du coq à l'âne en 3 secondes, mais il y a un côté cool à ça. Ouais, c'est phénoménal. Et toi qui l'as jamais vécu, moi j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois, Goodwood, j'adore à chaque fois, ça me fait rêver à chaque fois. Ah ouais, là j'ai vraiment trop hâte, j'ai pu avoir des billets, donc je suis vraiment super content. Tu vois, moi qui suis fan de voitures anciennes, Revival pour moi c'est un truc de malade, et encore mieux, Members Meeting. Ouais. Quand tu fais partie du club Goodwood, ce qui est mon cas, le Members Meeting est trop chouette, parce que t'es encore plus proche. Parce qu'il y a beaucoup moins de monde, donc vraiment là t'as une proximité qui est dingue. C'est là où t'as un dress code? Ou c'est Revival, Revival, t'as un dress code. Normalement j'y retourne cette année. Revival, cool. J'étais allée il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai fait Festival au Speed, et normalement je suis en train de regarder avec des amis pour retourner au Revival, mais c'est très chouette. Après moi je suis une petite vieille, moi j'aime bien la musique des années 40, 50, enfin 60, 80. L'ambiance doit être folle. C'est un truc de malade. Donc du coup rétromobile pour moi ça fait sens, c'est obligé que ça aille dans cette direction. Mais est-ce que dans le coup, partant de cette sensibilité et de cette vision de l'avenir, puisque tu es sensible à l'environnement, tu vois bien, enfin l'environnement dans lequel tu évolues, tu vois bien que ça part vers ça. Est-ce que le salon de l'auto suisse apprend de ça et essaye de partir vers cette tendance où résolument c'est mobilité, électricité? Non. Si tu veux, il faut se dire qu'en Europe, on a 3 salons qui sont majeurs. Il y a Paris, ex-Francfort qui maintenant est à Munich, et qui sont donc alternés une année sur 2, et Genève. Et en fait, le truc, c'est que c'est comme le Qatar et la Suisse pour le salon de l'auto. Si tu fais 2 salons qui sont équivalents et qui sont les mêmes, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, c'est clair. Puis tu te auto-manges, et puis du coup, c'est du cannibalisme et c'est nul. Et c'est pas le bon plan, et c'est pas une bonne idée du tout. Donc du coup, Qatar a son propre événement avec beaucoup plus d'activités, parce qu'il y a le désert, il y a le circuit de l'Usée, etc. Donc il y a un truc de malade mental à faire sur place. Mais moins le côté exposition. Genève, il y a le côté exposition, mais du coup, quand tu parles d'exposition, comme tu le dis, est-ce que tu pars sur le côté technologie, mobilité? Est-ce que tu pars sur le côté, comme Rétromobile, que des anciennes expositions? Ou est-ce que tu dis, OK, je pars que sur des nouvelles technologies, mais pure globales, c'est-à-dire j'inclus les vélos, j'inclus les scooters, et j'inclus tout le reste? Tu vois, je voulais en venir à ce sujet-là, justement. Est-ce que dans 10 ans, on imagine le salon de l'auto, ou finalement, le salon de l'auto, même maintenant, c'est GIMS. Donc le terme salon de l'auto, c'est plutôt GIMS Suisse. Alors le Suisse on le met plus parce que maintenant on est au Qatar, mais officiellement c'est Geneva International Motor Show ou GIMS. Les gens l'appellent GIMS en tout cas autour de moi. Est-ce que demain le GIMS c'est pas le nouveau CES de Las Vegas? Je pense pas. Après, de nouveau, on sait pas de l'industrie automobile, parce qu'en fait il faut dire que les salons c'est le reflet de l'industrie automobile. Donc il faut pas penser que, à part si tu décides d'ouvrir ton salon, tu as un salon qui faisait que de l'automobile et d'un coup tu commences à faire un salon de la mobilité, ça c'est un choix de l'organisation. Par contre, si tu as un salon comme Genève qui a 15 marques ou 30 marques cette année, enfin tu en as 30 en tout, mais il y en a automobile pure, il y en a plutôt 15, c'est pas un choix de l'organisation d'avoir fait ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas nous qui nous sommes réveillés un matin et qui nous sont dit alors on enlève toutes les supercars, on enlève tous les hypercars, les Européens, on s'en fiche, ok, on regarde un peu Renault et Dacia. Jamais de la vie on s'est posé cette question. C'est le truc, c'est qu'il faut se rendre compte que l'organisateur il est là pour l'industrie de l'automobile. Donc on est simplement le reflet de l'industrie automobile. Donc si l'industrie automobile ne veut pas de nous, il y a un impact direct. Si maintenant le reflet de l'industrie automobile c'est que la voiture électrique, on doit faire ce qu'ils nous demandent. La marque, ce que le salon fait, c'est vendre une surface. Après, la surface, ce que fait la marque avec la surface, on va pas leur dire, écoutez, vous mettez quand même beaucoup d'électrique, ce serait bien quand même de mettre un moteur thermique ou de mettre une voiture ancienne. On est obligé de leur dire, faites comme vous voulez. Par contre, là où nous, on a décidé de prendre les devants et de changer la manière dont le salon est organisé, c'est qu'on veut pas devenir un salon de la mobilité. On veut pas devenir un salon comme Munich a décidé de le faire, parce que déjà Munich le fait, et nous, c'est pas l'ADN de Genève. L'ADN de Genève, c'est les voitures. Donc Moto Sacoche, ils viennent cette année typiquement parce qu'il y a un lien historique avec Genève. Ils sont déjà venus au salon de l'auto à l'époque aussi. Et après, toutes les autres marques, elles ont forcément, typiquement Microlino, des trottinettes, mais ils font des voitures. Si tu veux, la base, ça reste quand même l'automobile, et il faut que ce soit un lien direct ou historique, typiquement, comme je disais pour Moto Sacoche. Et ça, c'est nous qui avons décidé de ne pas aller sur cette direction, de se dire, OK, on part sur la mobilité, et là, du coup, tu ouvres la porte à plein de trucs. Non, mais c'est clair. Ça, on a décidé qu'on voulait pas le faire. Maintenant,
On peut pas décider ce que les marques mettent, mais par contre, on peut décider ce que nous, on présente. Et à l'époque, si tu, je pense que tu es déjà venu à Genève, ou même dans d'autres salons, à l'époque, tous les salons étaient tellement sur une vague de confort, d'opulence. C'est clairement l'opulence, le mot est encore faible, quoi. Ouais. C'était vraiment un truc de malade où vraiment toutes les marques étaient là, ils dépensaient des millions de francs. Parce que c'était le seul canal de com à l'époque. Exact. Voilà, et en fait, on attendait tous la télé le dimanche pour regarder les nouveautés, et que là, on sait ce qui va être présenté, alors que ça n'a pas été présenté, mais on le sait. Ouais. Pense à la Renault avec la R5, elle est là-bas, voilà, mais en fait, on la connaît déjà. Moi, je viens de la France, donc moi, je connais Turbo, Automoto, toutes ces émissions-là. T'allumais la télé le matin devant Turbo, et tu tombais là-dessus et tu pétais les plombs. Tu vrillais total. Là, au jour d'aujourd'hui, t'allumes Instagram, tout le monde a déjà roulé 10 000 km dans des Valkyries. La stratégie des marques, après, des fois, je suis d'accord avec toi que des fois, je comprends pas non plus comment tu peux expliquer que t'as le cas encore pire. Hein. T'as des cas où des fois, les clients reçoivent leur voiture, mais des voitures lambda, avant la presse. Oui, et toi, t'es journaliste, puis t'es en train de regarder les voitures passer dans la rue et tu dis, mais nous, on l'a même pas essayé encore. Je peux l'essayer, moi? Non, mais c'est ça. Enfin bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, le truc, c'est que ce que du coup, nous, en tant que salon de l'auto de Genève, Gims, on a décidé, c'est OK, on n'est plus dans une position où on peut se permettre de simplement se dire, OK, vous allez là, vous allez là, vous allez là, puis on facture. À un moment donné, l'industrie a changé, donc évidemment, il faut te vendre. Nous, on a pris quand même un gros coup avec cette histoire de Covid aussi. Et du coup, on s'est dit, voilà, nous, on a envie de faire revenir ce salon. On est tous, pour être un peu franche, chaud comme la braise. Ouais. Ça, c'est faible encore comme expression. Dans le sens où vraiment, on a envie que ça revienne et on a envie de faire un truc intéressant. Et on savait évidemment que les marques, elles n'allaient pas toutes revenir. Parce que, mine de rien, ça fait 4 ans qu'on n'est pas revenu. Donc il faut quand même qu'ils nous refassent confiance. Il y a le problème des dates, de nouveau, que je disais, qui peut poser problème pour certaines marques, où il y en a qui nous ont dit oui, puis après ils nous ont dit non, en fait ça joue pas, on n'arrive pas, les concepts sont pas prêts. Et puis après, il y a une question aussi de Genève, c'était tellement gros qu'il y a encore de la peine dans la tête des gens de se dire on peut faire un Genève mais plus petit. Même les marques, je dis pas le public, mais même les marques, des fois ils ont de la peine à se dire mais tu sais, ils vont nous dire mais on a dépensé tant, puis nous on est en train de dire mais faites plus petit. Sauf qu'il y a tellement, si on va là-bas, si tu veux, Genève ça a été tellement loin dans ces grandes structures, ces trucs énormes, c'était la guéguerre de qui a le plus grand. Ouais, c'est clair. Que en fait maintenant c'est limite mal vu de la part des marques de se dire mais on va pas revenir plus petit. Puis en même temps on n'a pas le budget de revenir avec ce qu'on avait avant. Donc tu vois, c'est compliqué parce que même si on leur a proposé aussi des fois parce que nous on est là pour eux, de nouveau je me répète, mais on est là pour eux, donc on a proposé différents plans qui pouvaient les aider financièrement. Puis tu sentais qu'ils étaient un peu en train de se dire oui mais non, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas, tu vois. Donc si tu veux, je pense que cette année-là elle est plus petite parce que on revient, c'est sûr. Tout simplement. L'année prochaine, je pense et je l'espère, parce que franchement j'espère vraiment que tout ce qu'on a fait les dernières années, ça tombe pas dans le vide et qu'on n'aura pas fait ça pour rien, même si cette année je pense que ça va quand même, malgré le fait que c'est plus petit, ça va être quand même sympa. J'espère que ça va relancer la machine. C'est juste qu'il faut se rendre compte que le salon, si tu prends le salon depuis sa création, il y a eu des périodes de guerre où il n'y avait pas de salon, il y a eu des périodes où c'était plus petit, il y a eu des périodes où c'était plus grand, et en fait on est simplement de nouveau, on a eu une période de gloire pendant un moment, on est dans une période où on est plus petit. Ça veut pas dire que dans peut-être 10 ans on va se retrouver de nouveau sur 2 semaines d'événements avec de nouveau je sais pas combien de halles. Mais c'est clair. Mais c'est juste que nous, notre préoccupation, c'est de se dire qu'est-ce que le visiteur va venir voir. Chose qu'à l'époque, il n'y avait pas. L'organisation ne se posait pas cette question de se dire ok, toi, tu viens au salon, qu'est-ce que tu vas vivre comme expérience. Il va juste se dire ok, il y a cette marque pour qu'ils puissent venir. Alors que nous, la réflexion, elle va plus loin. On s'est dit ok, nous, on a ces marques-là. Maintenant, on a envie qu'il y ait une vraie expérience visiteur, que quand ils sortent, ils se disent ok. Ouais, ça se voit avec les zones que vous avez créées. C'était plus petit, mais alors par contre, j'ai vu des trucs cool, j'ai vécu des trucs sympas, il y a eu des trucs, il y a eu des concours, il y a eu des machins, enfin, j'ai vécu un truc chouette et je suis content. Le truc trop cool que vous avez mis en place, là j'avoue, je suis dégoûté de pas être là, c'est la F1. Ouais, avec le live, C'est trop bien, mais en vrai, c'est trop bien. Bon, ça tombe super bien, hein, donc c'est cool. Bon, ça tombe avec on a l'endurance aussi en même temps. Puis tu vois, on a la voiture de Bohémie qui sera sur place. Donc non, et évidemment, ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment mais bien. ça, de nouveau, on l'a fait parce que on est plusieurs. Carla, moi, d'autres gens, on est plusieurs dans ce truc. Puis on s'est dit, mais attends, puis il y a eu Carla qui a eu un commentaire sur les réseaux sociaux sur le compte du Gims, puis moi qui étais à côté en train de dire ouais, mais attends, parce que moi je devais aller au Qatar à la base pour bosser pour l'endurance, évidemment. Le Gims fait que je suis ici et je me suis dit mais on s'est dit en fait ensemble, on s'est dit mais il faut qu'on fasse un truc. Ouais, clairement.
Simple, trouve une solution, tu fais. Et puis du coup, on s'est dit, bon, ok, on fait un truc en lien. En plus, on avait la zone motorsport, donc effectivement, on fait ça. Mais tu vois, la zone Gran Turismo, c'est un truc de malade. On a un concours avec des prix que je peux toujours pas annoncer pour l'instant, mais avec des prix de malade mental. Ouais. Je dirais, c'est un truc qui est super cool. Il y a le champion d'Europe qui va venir poser un temps sur un circuit. Les 5 meilleurs, ou 10, je sais plus maintenant, ils auront justement de manière crescendo des prix. Ouais. Je veux dire, ça c'est hyper cool. La Lamborghini, la V12 Vision GT, que personne n'a vraiment vue, autre que sur certains comptes YouTube ou autres, bah, elle sera là. Ouais. Et elle est fournie par Lamborghini directement, tu vois, c'est pas... Je veux dire, c'est une présence indirecte d'une manière de Lamborghini. C'est plus un salon interactif. Voilà. Bah, le but, c'est d'avoir une partie expérience. T'es pas Donc ça, passif, si tu veux, t'as le Gran Turismo avec ça. Après, t'as ma zone à moi avec les supercars et hypercars, où là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est une Pagani, c'est une Veyron. Alors oui, sur le principe, c'est ça. Maintenant, quand tu t'intéresses un petit peu plus au modèle exactement qu'on a posé avec les différents collectionneurs et les différentes personnes qui nous les ont prêtés, c'est des modèles de malade mental. Ouais. Et on regarde la voiture qui est juste là-bas, qui est une voiture qui vaut à peu près 30 millions à l'heure actuelle, elle sera là. Okay. Donc le truc, c'est que pour moi, me dire oui, mais c'est que des supercars et des hypercars, si t'es un vrai passionné d'automobile et que tu t'intéresses réellement aux modèles qui sont exposés, tu perds la tête. Ah ouais. Et la même chose avec la partie classique galerie, qui est une zone avec 40 voitures anciennes, qui retrace 4 périodes de l'histoire de l'automobile, en lien avec Genève. Et là-dedans, il y a plus de la moitié, c'est des premières mondiales à Genève qui ont été faites. Okay. Et surtout, on a retrouvé les numéros de châssis exacts des voitures qui étaient en première mondiale à Genève. Okay. Donc on est allé super loin dans la réflexion du truc, tu vois. Ouais, c'est la passion là. Bah parce que c'est un salon pour les passionnés, en fait. C'était ça le but, en fait. Donc le truc, c'est que c'est un peu... des fois, c'est un peu frustrant sur les réseaux sociaux parce qu'au début, on n'a pas eu le temps encore d'annoncer. Puis de nouveau, tu vois, on n'a pas beaucoup de contenu pour pouvoir... La supercar, par exemple, la zone supercar, des photos des voitures, j'en ai pas 1 milliard, tu vois. Ouais. J'ai les collectionneurs, je peux les appeler, leur dire, vous pouvez me faire une photo. J'ai une chance sur deux d'avoir une photo un peu moche. Enfin, tu vois, c'est difficile de parler de quelque chose que t'as pas d'image, t'as rien du tout. Donc évidemment, alors maintenant on a fait ces podcasts avec Carla qui marchent super bien, les gens comprennent enfin ce qui va arriver. Mais c'est vrai que l'attitude première des gens, c'était de dire ouais, mais l'organisation, ils veulent pas des marques, ils ont flingué le salon. Puis toi, t'es là en train de te dire mais attendez, on est là pour les marques. Pourquoi vous dites ça? Et franchement, moi je me réjouis de cette édition parce que c'est beaucoup plus petit, certes. Mais je pense que ça va être un truc de malade. Ouais. On a des activités tout le temps. Il y a plus des trucs dynamique, de chouette. plus interactif. Ouais, et puis on a une séance d'autographe avec une dizaine de pilotes le mercredi. Le jeudi soir, on fait un afterwork, ça finit à 22h. Il y a un DJ qui va faire la musique dans les halles. Enfin, trop bien. Il y a plein de trucs qu'on a mis en place qui sont super chouettes, mais simplement les gens ne nous laissent pas encore vraiment le temps de juste montrer. L'attente est tellement forte. Mais je sais, c'est ça, et je sais, il y a une partie aussi où la déception, il faut aussi se dire, nous, la déception, entre guillemets, de savoir que ce sera plus petit, on la sait depuis un moment. Ouais. Quand ça a été annoncé il y a un mois, évidemment, tout le monde est tombé de haut parce que c'était Genève et parce que les gens s'y attendaient pas, mais nous, on est préparés depuis des semaines, ça fait des mois qu'on sait à quoi ça allait ressembler. Ouais. Donc, nous, on est déjà passé à autre chose. On est déjà passé sur le fait de, ok, c'est plus petit, mais il y aura ça, il y aura ça. Donc là, c'est vrai que faut se mettre à l'évidence sur le fait qu'on vivra plus les mêmes salons qu'à l'époque. Mais à la en limite, tout cas pour le moment. Et d'un côté, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et c'est justement la force d'un rétromobile, justement, c'est que Aston Martin, il débarque, il pose une Valkyrie comme ça. Il n'y a pas de stand, il n'y a rien. Elle est là au milieu de 3 autres voitures hyper sport. Et elle est juste là. Ça leur a coûté un déplacement. Il n'y a pas un stand de malade, 20... La Valkyrie, je l'ai aussi, typiquement, de la supercar. Ouais, non, mais ça, c'est génial. Mais justement mais je pense qu'il faut redescendre d'une... Exactement, t'as pas besoin d'une structure énorme. Pour le show, pour laissons ça aux Américains pour l'instant, et puis on verra si ça revient chez nous. Non, mais après tu vois, en Suisse, je vous le dis déjà, en Suisse, un CES avec des gars qui font du drift et puis Petrolhead et machin et tout, à Genève, oublie. Ah, bon. On est en Suisse, hein. Je vous rappelle qu'on n'a pas de circuit en Suisse, ça a été banni il y a quelques années. On est malheureusement pas dans un pays qui est très open niveau automobile. Donc peut-être au Qatar, c'est quelque chose qui est envisageable. Mais en plus, il y a de la place. Mais c'est vrai que Genève, il y a aussi un problème de place au-delà de ça.
Si tu regardes Palexpo, alors Palexpo, maintenant on a aussi Watches and Wonders qui est quand même beaucoup plus grand aussi, parce que maintenant il y a les nouvelles marques qui sont arrivées chez eux. Donc il y a 2 beaux événements à Genève, mais malheureusement qui sont un peu proches en termes de date, ce qui fait que on est limité en termes de place. Puis même si tu regardes hors Palexpo, t'es en plein centre-ville, quoi. Non, tu mais peux pas t'amuser à aller dire ok, on va faire des drive tests ou je sais pas quoi, parce que là tu te retrouves dans les bouchons, ce qui est pas très agréable. Oui, j'avoue, et du coup, t'as pas le choix. Mais non, je me réjouis. En fait, je me réjouis que les gens découvrent ce salon, et puis j'espère qu'on aura le soutien de tout le monde parce qu'au final, c'est ce qu'on a besoin, en fait. Je veux dire, les marques, elles vont revenir aussi s'ils voient qu'il y a toujours de l'engouement. Si on a un salon mort... la bienveillance, ce serait bien qu'on en ait un peu plus souvent, de toute manière, mais ça, c'est la base des réseaux sociaux. Mais non, c'est vrai que le fait de venir, en fait, à cette édition, ça permet, les gens ont de la peine à comprendre que ça permet de montrer que les salons ont toujours leur place, que nous, on a aussi toujours notre place, et que c'est un argument aussi de dire, on est plus petit, mais il y a toujours de l'engouement, il y a toujours des gens qui veulent que ça ait lieu. Et là, les marques vont vouloir potentiellement revenir. Compteur de visite, effectivement, c'est aussi ce qui fait foi à l'instant T. Ils disent, OK, il y a 8 ans d'entrée, ça vaut le coup qu'on vienne représenter des véhicules là-bas. Alors que si tout le monde commence à dire, ouais, non, on vient pas, c'est clair que nous, après, à la fin, si on se retrouve avec tant de quantité de billets d'entrée, les marques vont nous dire, écoutez, vous êtes mignons, mais c'est trop petit. On va pas investir, ce qui est complètement normal. Moi, je me mets à la place des marques, exactement. Mais honnêtement, de nouveau, je me répète, il y aura beaucoup de présence de manière physique de beaucoup de marques, sans être présent de manière en exposant. Et puis, on a quand même beaucoup de nouvelles marques qui arrivent, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, je sais que pas tout le monde est content d'avoir les marques asiatiques qui arrivent, mais en attendant... ils sont très forts. Ils sont très forts, et puis les marques européennes font appel à eux aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que les Européens, il ne faut pas croire qu'ils font tout seuls, de loin pas, et malheureusement, ça fait partie de l'industrie, de la même manière qu'il y a des choses qui n'ont pas plu non plus à l'époque. On a dû faire avec. Ils ont parfaitement le droit d'être représentés. Là-dessus, il n'y a aucun sujet. Et il y a plus d'une personne, je pense, qui roule avec du matériel et particulièrement des motorisations chinoises sans le savoir. Oui, où là, il y a quand même pas mal de marques suisses qui sont représentées en Suisse et de marques chinoises qui sont représentées en Suisse. Et on en voit beaucoup sur la route. Donc, ça commence à être un peu hypocrite aussi de cracher dessus. Voilà. Donc, eux sont très forts. À l'image de MG. Enfin, MG, c'était complètement mort. C'est une marque de passionnés. J'ai eu plusieurs MG. J'adore cette marque. Mais c'était une marque morte. Ça a été racheté par des Coréens, Taïwanais, Chinois, je ne sais plus exactement. Mais en 2 ans, ils ont remonté le truc. Enfin, c'est de la folie ce qu'ils ont remonté. Et pour le coup, ils sont en passe de présenter un Roadster, je crois. Ils seront à Genève. Ils font une première. Il y a une première qui aura lieu à Genève. C'est génial. Voilà. Donc, faut pas forcément cracher sur eux parce que eux ont le budget de relancer des marques aussi cool. Alors forcément, à l'instant T, ça passe par l'électrique, ça passe par des choses comme ça. Bon, voilà, faut y passer. Mais s'il y a une vraie offre automobile électrique sportive, moi, j'attends secrètement le constructeur qui amènera un véhicule sportif électrique boîte méca. Oui, alors ça, j'attends. Encore un peu Je connais un constructeur hollandais qui fait ça sur une base de Lotus Elise. C'est une marque, vraiment une marque officielle. J'ai hâte de voir ça arriver. Voilà, donc ça. Je pense que l'électrique, maintenant, c'est aussi beaucoup d'actualité, mais on va pas repartir sur ce sujet, mais c'est pas forcément l'avenir, et je pense qu'il va falloir juste qu'on se mette à l'idée que pour moi, de ce que je vois à l'heure actuelle, l'avenir, c'est plusieurs différents types de motorisation. Donc le diesel a sa place malgré tout, l'essence a sa place, les nouvelles combustions ont leur place, l'hydrogène a sa place, l'électrique a sa place. C'est impossible, on le sait, que tout le monde roule en électrique aussi. Je pense qu'il faut juste accepter qu'il y aura simplement différentes motorisations, et il y aura de toute manière ce qu'il faut pour que ça plaise à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Et j'espère que le bon Dieu t'entend. Parce que la tendance... Après, je peux pas aller contre le fait qu'ils sont en train de partir sur des voitures autonomes. Et malheureusement, évidemment, on peut pas aller contre, même si c'est quelque chose que, personnellement, je pense même peur. Mais ça, évidemment, ça, c'est encore un autre sujet. Mais... Bon, très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? Est-ce que tu as une vision ou est-ce que tu te laisses encore porter? Je me laisse porter. Je pense que le seul truc que je me souhaite, c'est de continuer à avoir la chance de travailler dans un domaine qui me passionne et dont je me réveille tous les matins en étant très contente de pouvoir faire ce que je fais. Et je pense que ça, c'est... On parlait de goal avant, le fait d'avoir une Rolex, je sais pas, pour moi, le goal ultime, c'est de se dire qu'on se lève tous les matins en aimant vraiment profondément son boulot, et je pense que j'ai la chance de pouvoir être dans cette position-là. Clairement. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Et après, je me souhaite plein de nouvelles choses
Dans ma carrière, mais globalement, je pense que c'est le plus important, c'est de continuer à kiffer, quoi. Ouais, très bien, très bien. Une voiture de rêve? Allez, une ancienne et une récente. Merci, parce que c'est toujours difficile de répondre. Je t'ai aidé. Alors, une ancienne, je pense que je resterai sur une 930 turbo 4 vitesses, qui n'est pas la meilleure, étant donné que la 5 est mieux. Mais c'est la première Porsche que j'ai roulée de ma vie. D'accord. Et j'ai adoré rouler cette voiture. Ça a été un souvenir que j'ai de dingue. Et j'adore le look de cette bagnole. Donc, je pense 930 turbo. C'est bien, c'est pas cher en plus. Pas du tout. C'est pour ça que j'en ai pas. Bon, tu me diras, c'est un bel objectif. Hein. Ouais. Non, mais mon objectif, c'était d'avoir une voiture classique à la base avant mes 30 ans. Et je suis partie sur la Mini. Très bien. Et génial. La Mini, je l'adore. La Mini, elle est vraiment chouette. Ça a été vraiment. Et de nouveau, la Mini, tu vois, c'était pas un objectif. Ouais. Je suis rentrée dedans, je l'ai roulée pendant un week-end parce qu'on avait un événement avec le garage. Et en fait, je suis revenue, j'ai dit, en fait, je vous la rends pas, les gars. Ouais, pourtant, t'es grande en plus. Tu dois être un peu étriquée dedans. Ouais, complètement. Mais j'adore, elle est trop cool. Cette voiture, elle est trop chouette. Ouais, c'est vrai, ça a son charme. Donc, ça. Et puis récente. Récente, c'est difficile. Un daily, j'aime bien les RS6. RS6 Ouais, c'est pas les. Bon. Je te parle juste. On parle pas de rapport qualité-prix ou je ne sais quoi, juste. Y a pas une Porsche qui te plaît? Y a pas une Aston Martin? Non. Non, pas forcément. Tu vois, Porsche, je suis plus sur les anciennes. Ouais. Aston Martin, non, pas spécialement non plus. Il y en a des très belles. Mais il y a pas jolies, mais ouais, moi, j'aime bien les breaks, j'aime bien les 4x4. Donc. Un Range Rover autobiographie, un truc vraiment très pratique à garer, surtout à Genève. La bonne finition. Ou une RS6, un truc très confortable pour faire un peu de route. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Récent, pour moi, c'est plus difficile. Ancien, et je pourrais te donner une liste énorme de voitures anciennes que j'adorerais avoir dans mon garage. Ok, bon. Donc, peut-être prochain goal, c'est d'avoir un garage un peu plus grand avec plus de bagnoles, mais... C'est tout ce que je te souhaite. Pour l'instant, j'en ai une, il faut bien commencer quelque part. C'est vrai. Bon... Mégane, merci pour tout. Merci à toi. Je pense qu'on va s'arrêter là. On en est à peu près à 18 heures de podcast. Je sais pas depuis combien de temps on discute, mais en tout cas, c'était très intéressant. J'espère que les gens auront trouvé ça intéressant aussi, c'est le principal. De tous les cas, ça trouvera son public, hein, mais oui, pour moi, il y a quand même un intérêt à écouter tout ce qu'on a dit. Toute la partie off, c'est super intéressant. T'en parles naturellement, comme si c'était accessible. On parle de quand même la gestion des médias d'un énorme événement international. On parle de community management pour des marques de montres que tout le monde connaît. Et là, on s'aperçoit aussi qu'il y a quand même une certaine forme derrière tout ça d'artisanat. Au final, il n'y a pas une armée derrière qui décide de trucs de fou. Tu vois, là, le salon de l'auto, vous êtes quelques-uns à réfléchir, à décider, et ça se met en pratique finalement assez rapidement, quoi. Bon, on a des agences, hein, on est, même moi, je suis externe du coup vu que je travaille avec ma société, donc purement Gims, ils sont une petite équipe. Après, il y a des agences qui sont derrière, mais effectivement, le noyau est quand tu vois la grandeur de l'événement, c'est petit. C'est ça qui est intéressant de découvrir cette partie-là. Bon, encore une fois, merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à partager cette vidéo, à partager le podcast qui sera disponible sur l'ensemble des plateformes. Spotify, Apple Podcast, Deezer et naturellement YouTube. Pour rappeler les réseaux sociaux, Mégane Kohler, Meg.Kohler sur Instagram. On trouve aussi sur YouTube. Oui, quand j'ai le temps. Non, je suis active. Non, je suis active. C'est juste que j'ai pas le temps. Je veux pas me mettre une pression de faire ça toutes les semaines. Ouais. J'essaye de garder une vidéo par mois. Ok. Et des fois j'ai une petite surprise, j'en mets 2, mais j'essaie de garder un espèce de rythme à une vidéo par mois. Ouais. Par contre, voilà, ça reste des grosses vidéos. Typiquement là, la prochaine c'est le Dakar. Trop bien. On n'a même pas abordé ce sujet-là. On peut me pardonner le fait que j'ai un peu de retard. Je fais pas forcément tous les mois, mais c'est des grosses vidéos en règle générale. T'avais fait une vidéo avec une 4C jaune. Où tu avais fait des posts Instagram. Ouais. Tu avais fait un peu de contenu avec la 4C qui était jaune. C'est à cause ou grâce à toi que j'ai acheté par la suite une 4C. Donc tu vois, tu as de l'influence pour le coup. Elle était dingue cette voiture. Moi j'ai beaucoup aimé cette voiture et je l'avais payée à l'époque. Elle avait 20 000 bornes et je l'avais payée 39 000 euros. Quand tu vois le prix que ça vaut maintenant, et j'en ai vu passer à 80 000,
Alors elles se vendent pas, je sais pas, mais c'est fou. Mais en tout cas, c'est grâce à toi que j'avais acheté cette voiture. Bah écoute, très sympa. Mais effectivement, ça date, parce que ça date de la revue automobile. Ouais, bah c'est comme ça que je t'avais découvert. Ouais, ça fait longtemps, effectivement. Bon. Et puis donc voilà, mec.color sur les réseaux sociaux. Moi, comme d'habitude, julien.com sur Instagram, garage.com sur les plateformes d'écoute audio et julien.com sur la partie YouTube. Les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.